Oui, t'aimes bien les omelettes. Tiens, je te casse les œufs. You talking to me? Vers l'infini et au-delà. Bonjour à tous et à toutes, bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast de Kifim. Aujourd'hui on parle jeux de société. J'ai avec moi Cesterio, Salut. monde habitué, et, comment t'appelles, Akmen, qui n'est pas vraiment nouvelle puisque vous l'aviez déjà entendu dans le podcast série spéciale filles. J'ai déjà dit qu'on avait parlé de jeux de société, donc on commence par un très vite. Allez, Cesterio, c'est toi qu'on a plein comme toujours. Comme toujours dans Alors, le très vite. Vas-y. Mais c'est un vrai très vite parce que je vais pas faire long sur les jeux. Alors je vais parler de Marshmallow Test, un petit jeu de chez Gigamic qui reprend la mécanique de jeu de plis, mais avec un petit twist où en fait le but c'est que les autres fassent des plis, parce que quand on s'arrête, on va récupérer les points en fonction des plis des autres. Donc moi j'ai trouvé ça plutôt sympathique, assez stratégique finalement, parce que si on maîtrise pas un peu le jeu de plis, clairement, il n'y a pas que la chance et on peut, prendre un 20-0, hein, n'est-ce pas, Akmen? Donc il y a quand même de la stratégie parce que je n'ai pas réussi à faire un pli et c'est une grande joueuse de belote. Donc voilà. T'as Donc, aussi ça, perdu quand on a joué ensemble. Perdu. Ouais, perdu. Ah bon C'était... Bon, voilà. Du coup, et je suis la moins calée dans les jeux de plis que vous trois. Donc, Nous donc trois. avec Greg qui avait joué avec Ah nous. oui. Donc ça explique que ce n'est pas qu'un jeu de chance et qu'il y a une sorte de stratégie pour faire jouer l'autre. Les parties les cartes qu'on veut. J'ai testé alors Atterbury aussi. Alors les deux c'est du Knizia, donc des petits jeux Knizia en cette fin d'année. J'ai trouvé ça vraiment très sympathique. Donc c'est un petit jeu de cartes où on va avoir des petits rôles et à chaque fois qu'on met une carte qui va de 1 à 5, on va récupérer un jeton. Mais il y a un chien de garde qui nous permet de protéger nos jetons. On a aussi un jeton boss qui vaut plus de points. On a un voleur et c'est un petit jeu quand même où on va s'embêter parce qu'à chaque fois, si le jeton n'est plus disponible, on va le prendre à un des adversaires. Donc on va comme ça se prendre les jetons, donc savoir jouer nos cartes au bon moment pour justement ne pas défausser tous ces 5 pour prendre le 5, mais essayer de la jouer en dernier pour que ça soit nous qui récupérions le jeton 5. Ouais, je pense que je vais préférer Marshmallow Test. Atterbury, je me suis vraiment retrouvé avec des mains où t'es là, en fait, je peux rien faire. Alors, c'est un jeu de plis, hein, il y a ça dans tous les jeux de plis. Il y a 4 manches, donc en fait, même s'il y a une manche où on joue un peu moins, en fait, on peut se rattraper sur d'autres manches et c'est ça qui est intéressant. Et on peut dire aussi qu'il y a des petits alibis, donc les valeurs les moins fortes ont des petits alibis parce que celui qui a le moins d'alibis, il est éliminé directement à la fin. Donc si on prend que les gros, les gros jetons, en fait, on peut finalement ne même pas compter ses points si on n'a aucun alibi, donc si on n'a pas pris de petits jetons. Ce qui va pas te permettre de gagner, mais ce qui va te permettre plutôt pas perdre. de faire perdre quelqu'un d'autre. Ce qu'on avait fait nous, c'est en fait de dire, lui il est sur le point de gagner, et du coup tu l'élimines. Donc si t'es de toute façon en train de perdre, ça te change rien, mais tu fais perdre quelqu'un d'autre, quoi. Mais ça permet d'équilibrer justement parce que du coup on peut pas ne prendre que des gros jetons, il faut en prendre des petits parce que si on n'a pas d'alibi, on va se faire éliminer directement. Ouais. C'est le jeu avec le chien de garde. Oui, mais à 2, ils ont limité pour pas que ça soit que les jetons alibi qui font le jeu. Donc à 2, on perd 10 points la personne qui a le moins d'alibi. Ouais, après, est-ce que t'as besoin de jouer un jeu de pli à 2 ? C'est pas un jeu de pli Atterbury du coup. On va récupérer des jetons, on a 4 c'est manches pas pour un essayer jeu de récupérer le plus de jetons possible. Et puis on se Ouais. défend, on met le chien, on joue nos cartes au bon moment. Voilà, c'est un petit jeu. C'est pas un jeu de joueurs, quoi. Ça Aussi, marche ça se bien, fait je trouve, bien, ouais, oui. quand même. Ouais, Moi, je j'aime bien. Puis c'est le jeu de cartes, c'est facile, il y a quasiment pas de règles, on peut l'emmener partout, on peut faire jouer n'importe qui. Donc, et puis voilà, on peut s'amuser un petit peu. Franchement, c'est vraiment le petit jeu facile du midi à sortir, ou même à l'apéro. On avait enchaîné quelques parties, nous. On n'en fait jamais qu'une, souvent on fait la revanche. Ouais. Ouais. Il y a l'extension de Res Arcana, Perlae Imperi. Alors, je la trouve intéressante, elle n'est pas indispensable, elle apporte une ressource supplémentaire qui sont les perles et rajoute un peu des nouveaux personnages, etc. Donc pour les fans du genre, je pense que voilà, ça fait l'affaire. Moi, je l'ai trouvée intéressante au niveau du jeu, donc je pense que à chaque fois que j'y jouerai avec maintenant. Mais par contre, voilà, si vous n'accrochez pas ou ou j'y jouais peu, ça, je pense pas qu'elle est dispensable, on va dire, dans la mécanique de jeu. Il y a l'Hippogramme, un des jeux qui buzz un peu en cette fin d'année aussi, un petit jeu de mots. Alors on va dire c'est une sorte de tabou, mais pas vraiment. En fait, on va devoir faire deviner des mots, mais on a une lettre interdite. Donc voilà, par exemple, moi je veux faire deviner téléphone, mais j'ai pas le droit de dire la lettre P, par exemple. Et du coup, alors je trouve des mots. Alors il faut faire attention parce que si on fait des phrases, on a tendance à dire les lettres qu'il faut pas, on peut pas tout retenir. Donc plutôt essayer plusieurs mots pour faire deviner sans utiliser la lettre interdite. Ce qui est fait le plus du jeu, c'est qu'il y a une application. Et ça, en fait, même si ça paraît accessoire, en fait, c'est ce qui fait tout, parce qu'il y a un petit hippopotame qui avance, il y a des défis dans l'application qui fait que on apprend doucement à maîtriser un peu le jeu, c'est de plus en plus difficile, on peut jouer aussi en équipe,
où en fait il y a l'hippopotame qui va être au milieu et c'est une équipe fait deviner le plus de mots et l'hippopotame va naviguer jusqu'à comme un tir à la corde arriver à une des deux équipes. Et donc je comprends l'engouement du jeu, il est vraiment intéressant, l'application franchement apporte quelque chose de différent justement par rapport aux autres jeux de mots et je trouve que ça marche très bien. Par contre c'est pas facile en fait, on peut vite, c'est difficile de trouver les mots, enfin il est assez difficile. Du coup, tu dois trouver des mots qui ne contiennent pas la lettre, que Oui. tu ne dois pas dire. C'est ça, mais du coup Tu peux en pas fait, dire téléon. Non, ça n'a pas le droit. Mais par contre, ce qui est difficile, c'est vraiment parce qu'il faut qu'on visualise le mot pour pas dire la lettre. Et des fois, on est là. Je dis un mot, je fais est-ce qu'il y a la lettre dedans? Et en fait, il est pas si facile. Voilà. Mais Moi, je suis pas trop hypé. Je suis pas un grand fan de jeux de mots de base, mais jeux de mots plus téléphone. franchement, l'appli fait tout en fait, et c'est ce qui permet au jeu d'être hyper accessible et en fait, c'est elle qui dit la lettre. Donc en fait, on a juste à tirer une carte. Et du coup, l'appli dit quel mot on peut pas faire, et il dit le temps qui reste. Enfin, ça permet vraiment, ça fait tout, et elle est vraiment, vraiment bien faite. Donc, vous pouvez y aller. Ça mérite son engouement. Après, ça va être des jeux un peu plus, on va dire, des stratégies familiaux, on va dire. Elle fait des catégories dans le très vite. Ouais. Les très vite petits jeux, on passe au très vite moyen jeu. C'est Et ça. après, il y a le très vite gros jeu. Ouais. Donc c'est pour ça, en fait, là, ça a été très dur. J'avais une grosse sélection, il a fallu faire des choix. Donc il y a des jeux que j'aurais pu mettre dans le focus, mais que j'ai pas le choix, il faut que je les mette dans le très vite. Il y a Canvas, qui est un magnifique jeu sur une sorte de tableau. On va avoir des cartes transparentes, et on va récupérer des cartes au fur et à mesure, et on va essayer d'en associer 3, les superposer, en fait, elles sont transparentes, sur un motif, et on va finir par avoir un tableau à la fin. Donc le jeu en soi, il est vraiment magnifique, il est très agréable à jouer. Il est très accessible, à chaque tour on prend une carte et à la fin on essaie d'en associer 3 pour faire un tableau qui marque le plus de points. Donc il y a des scorings, à chaque fois il y a des petites cartes et le jeu est un peu renouvelé parce que ces scorings vont changer. Des fois ça va être le fait d'avoir 3 symboles sur son tableau, des fois ça va être des couleurs, voilà, il y a plusieurs petites choses comme ça, mais par contre le jeu il se joue très rapidement et très accessible et beau. Donc en cadeau à offrir, c'est vraiment Ouais, je un suis bon d'accord, choix. en cadeau. Enfin, moi j'y ai joué. Non mais c'est vrai, j'y ai joué et en fait chez moi il est ressorti. Je l'ai pas, c'est pas le mien, mais je suis pas sûr qu'il ressortirait tant que ça en fait. C'est, À faire découvrir quoi, c'est ça. Pour moi c'est très, ouais c'est ça, c'est oh regarde c'est joli, c'est original, et puis bon maintenant on va faire des vrais jeux. Enfin pas faire des vrais jeux, mais c'est très ok game. Ouais c'est sympa. Alors en fait ça mise un peu tout sur l'aspect beau du truc, mais c'est pas le truc que je vais ressortir. Même ça peut Beaucoup, je apaiser pense. des fois de C'est jouer ça. à des jeux qui sont beaux. Quand on n'a pas trop le temps, voilà, un petit jeu comme ça. Mais il coche toutes les cases, mais c'est vrai qu'on peut vite passer à autre chose. Ouais je pense. Ouais. Tu me l'as pas fait essayer celui-là. Non, il faut. Mais celui-là, je te l'ai fait essayer café. Oui, Et café, j'adore. on va dire que c'est un petit peu au-dessus en termes de stratégie quand même que Canvas, parce qu'on a plus de choix à faire. On va en fait créer du café, mais toute la chaîne de production. Donc on va d'abord produire du café, puis le torréfier, et puis ensuite le livrer dans des cafés et faire des points en fonction de ça. Et il y a un petit codex naturalis, on va poser nos cartes, mais à chaque fois qu'on récupère une carte, on va devoir recouvrir, parce qu'elle a 6 cases, 2 cases de la carte d'avant. Et on va comme ça créer un peu un puzzle pour essayer d'améliorer, parce que plus les actions vont être côte à côte, si par exemple les actions A sont adjacentes, on va pouvoir la faire qu'une fois, alors que si on a 2 blocs A, on va devoir en faire 2 actions pour pouvoir l'utiliser. Et donc il y a un petit côté comme ça, stratégie sur la position des cartes, et ensuite pour optimiser, c'est un jeu d'optimisation quand même, hein, et de gestion un peu de ressources. Et moi je l'ai trouvé hyper intéressant. Moi, c'est le genre de jeu que j'aime bien, quoi. Facile à sortir, facile à expliquer, puis assez facile à jouer. Et en même temps, on n'a pas de redondance, on a envie à chaque fois de refaire autre chose. Donc, moi, c'est vraiment une belle découverte pour ce jeu café. Vous l'avez tous les deux essayé, alors, du coup. Oui. Vas-y dis quelque chose. Non, moi j'aime beaucoup la mécanique. Enfin, après, vous me connaissez, il n'y a pas beaucoup de jeux que je n'aime pas. Mais non, je trouve que ça change. Ça change. C'est Moi, il sympa. faudrait que je le réessaye. Je t'avoue que ça fait aussi un moment qu'on l'a essayé. Je crois que j'étais un peu frustré en fin de partie parce que j'avais dû merdouiller, mais bon, c'était ma première partie. Oui, et sur le coup du tirage de cartes, le fait qu'il y ait quelqu'un qui choisisse Ah oui. en première carte, j'ai entendu parler de ça. Ah ouais. Ah oui. Bah oui, c'était ça. Bah, de toute façon, c'est un jeu de cartes, ça reste un jeu de cartes. Et effectivement, oui, c'était ça. Sur la fin de partie, il y avait la carte parfaite qui me permettait de finir mon truc. Et puis, bah, elle la prend, ce qui est son droit le plus truc. Mais la carte qui ressort, bah, elle me sert à rien. Et je fais, bah,
tant pis, fin de partie, quoi. Et pour contrer ce petit argument, en fait, qu'a fait, en fait, déjà, le jeu incite à... Il le dit, c'est les ressources qu'on en a fait le moins qui vont scorer. Donc, le jeu, déjà, incite à être égalitaire et à essayer de faire autant les mêmes ressources. Donc, si on se spécialise dans une ressource, déjà, c'est que le jeu, on s'est trompé sur la stratégie. Donc, quand on a une carte on dit qu'on a besoin d'une carte, normalement, dans ce jeu, le jeu est fait pour qu'on n'en ait pas besoin, parce que normalement, justement, on est censé faire de tous les types de café. Donc, on ne peut pas, normalement, être dépendant d'une seule carte. Et donc, je pense que c'est là où on maîtrise plusieurs. Quand on fait plusieurs parties, on sait qu'on doit se diversifier. Alors, et du coup, ne pas être dépendant d'une carte. Clairement, je ne m'étais pas diversifié, mais c'était la carte qui me manquait, c'était pas ça, c'était juste la carte qui matchait pile poil à l'endroit. Non, c'était vraiment là, parce que c'était les deux ressources que tu avais, c'était les ressources que tu avais produites, parce que c'était fait que celle-là. Et du coup, donc, voilà. Mais bon, c'est l'aléa enfin, c'est le propre de tout jeu de cartes. Il y a un moment, les cartes, on te donne pas les cartes que tu veux. Mais voilà, dans l'esprit un peu, franchement, jeu pas très cher et avec quand même de la stratégie accessible dans le style Codex Naturalis, je trouve qu'il fait bien l'affaire parce que pour le prix, je trouve qu'on a quand même un bon jeu dans cette catégorie-là. Oui, puis je trouve le design sympa aussi. Moi. Oui, la mécanique, le thème est un peu plaqué, mais pas tant que ça. Enfin, voilà, pour moi, il est quand même pas au niveau de Codex Naturalis. Mais... Non. Bah, il joue dans les mêmes cas, oui, non, mais à peu près. Oui, sur le placement de cartes, je trouve que Codex Naturalis, ils ont réussi à bien gommer l'aspect... alors, je sais que pour le coup, t'es pas d'accord, mais l'aspect, Enfin, pas de bol aux cartes, parce que dans le Codex Naturalis, t'as quand même le choix entre 6 cartes plus 2 pioches, ce qui fait que t'as quand même un choix de cartes qui est vraiment vaste, toujours au moment de piocher. Alors après, tu peux avoir 6 mauvaises cartes, mais bon, on va dire quand même que plus t'as de cartes, et moins t'as de chances de ne pas avoir une carte qui t'intéresse, quoi. Bah, quand il y a des actions qui demandent des papillons dans Codex, et que des actions, en fait, publiques, on va dire, où tout le monde doit faire les mêmes objectifs, et qu'à chaque fois qu'on tourne une carte, bah, ça tombe pas dans ton jeu et qu'à chaque fois que l'autre retourne une carte, ça tombe dans son jeu, ben, surtout à 2, peut-être à 4 aussi c'est différent, mais moi je joue beaucoup à 2, et donc ben, tu peux jamais faire les papillons, donc cet objectif-là tu peux pas le faire, donc après faut se dire tant pis, je fais d'autres objectifs, mais du coup voilà. Parce que même chose, je disais, t'as quasiment, quand tu pioches t'as 8 cartes, alors du coup on a dévié, mais quand tu pioches t'as 8 cartes, mais des objectifs c'est pareil, t'en as au moins 3, donc c'est pareil, il faut vite t'adapter, dire bon cet objectif-là il sort pas et j'en fais un autre. Mais déjà si cet objectif public toi tu peux pas le faire, bah déjà l'autre il a un avantage sur cet objectif-là et que tu peux après, pas... Après ça reste aussi une course, donc si tu... Oui, bien sûr. Enfin il y a plein de façons de faire, d'éviter. Je suis d'accord, hein, tout ça est vrai, mais vu qu'à chaque fois t'as d'autres façons de faire, tu peux scorer vite pour faire perdre les autres à Codex Naturalis. Oui, puis surtout le temps que lui passe à faire cet objectif-là, c'est un temps qui passe pas en faire des un fois autre. Ça peut matcher parce que des fois on peut le faire. Oui, c'est vrai. Enfin bon, on sait pas, mais voilà, mais finalement, globalement dans Codex tu fais un objectif genre public, souvent c'est quoi, c'est genre des fois tu fais les deux, tu prends une carte qui arrive à faire les deux objectifs. 3 points si t'as 3 plumes ou un truc comme ça, alors que tu fais genre la carte qui recouvre les coins et t'arrives à recouvrir 4 coins, c'est 8 points, enfin les cartes sont souvent beaucoup plus puissantes que les objectifs de toute façon. En tout cas café, voilà, si vous aimez ce style de jeu, n'hésitez pas parce que dans cette gamme là, je trouve qu'il est intéressant. Ensuite, il y a Murano Lightmaster, dans le cas aussi des jeux un peu beaux, on va dire. Donc, de chez Matago, ils ont beaucoup dit que c'était leur chef-d'œuvre un peu de fin d'année. Et c'est vrai qu'il est très beau. En fait, c'est des petites pièces un peu comme du verre de Murano avec des couleurs. Et le mécanisme, en fait, c'est un anneau qu'on va tourner pour choisir ses ressources. Et c'est plutôt bien pensé. Dans le style Canvas, tout ça, des petits jeux hyper accessibles qui se jouent en 20 minutes avec une mécanique quand même qui est un peu différente. Et c'est pareil, en cadeau, c'est agréable. Je pense que c'est un bon choix parce que du coup c'est accessible, donc on prend pas trop de risques. Par contre oui, c'est des jeux, on va y jouer quelques fois un petit peu en mode facile, mais on va pas passer des heures et des heures dessus, mais je le trouve intéressant pour diversifier dans des parties de jeux assez courtes et quand même intéressantes parce qu'il y a cette mécanique de quelles ressources je prends, comment, et les cartes ont des petits pouvoirs, donc quel pouvoir j'utilise aussi pour améliorer mon jeu. Et je l'ai trouvé vraiment, vraiment très intéressant. Je voulais pas en parler, mais en fait, finalement, depuis, j'ai eu le temps de faire 3 parties, 4 parties ou 5, je sais plus. Et donc, voilà, c'est pour ça que je l'ai rajouté dans la liste. Et voilà, j'ai trouvé très intéressant. Et 2 dont on ne parlera pas, qu'on n'en parlera que prochainement, ça sera Welcome to the Moon. Parce que j'ai commencé, mais pas la campagne. Donc, j'attends de faire la campagne, parce que c'est assez prometteur. Il y a beaucoup de grilles, mais j'attends de faire la campagne pour en parler plus. Et que toi, tu le fasses aussi. Et Red Rising, où je pense que c'est un jeu qui nécessite d'avoir fait plus de parties, j'estime ne pas en avoir fait assez. Moi, t'es dans mon très vite à moi, je pense qu'on va quand même en parler rapidement. Ah bon, tu m'as dit on n'en parle pas, on n'a pas fait assez de parties. Vite fait, sinon j'ai plus rien dans mon très vite. On en a fait quand même 4-5 des parties. Ouais, mais je trouve qu'il nécessite encore plus, je trouve que j'ai pas réussi à voir encore... Enfin, la mécanique, moi je la trouve intéressante, je l'aime bien, mais j'ai besoin de faire encore plus de parties pour me faire vraiment un avis... Je vais profiter du fait que tu parles de Red Rising pour faire une belle transition
et parler de mes très vite à Ah moi. oui, j'avais fini. Parce que j'avais mis, et moi j'avais mis Red Rising dans mes très vite, même si c'est vrai que je pense qu'on y reviendra. Mais j'ai envie d'en parler quand même rapidement. Ok. Je pense qu'effectivement c'est un jeu, clairement qui mérite plusieurs parties. Tout le monde le dit pour comprendre bien les mécanismes, qu'est-ce qu'il faut faire, où, quand, commencer à connaître un peu les cartes. À côté de ça, j'ai trouvé la partie qu'on avait faite, parce que pour l'instant moi j'ai joué qu'une fois, hyper intéressante parce qu'on l'a fait vraiment en speed dans le but de découvrir le jeu. Et finalement, on n'a quasiment pas expliqué les règles. Vous m'avez un peu dit, go, on y va. Et puis alors, clairement, tu nages. Alors, c'est sûr qu'en mode, les premiers tours, tu nages, quoi. Mais dans l'idée, en fait, il m'a rappelé un peu Wonderful World. C'est-à-dire que dans les premiers tours, tu sais pas ce que tu fais, en fait. Tu dis, je vais poser cette carte-là, et puis elle va peut-être aller bien avec celle-là. Et en fait, tu as une mécanique, tu as quelque chose qui se met en marche au fur et à mesure que tu avances dans le jeu. Donc, ça a permis de faire quelques tours. Même si j'étais paumé, en fait, je jouais, et petit à petit, je disais, ah ouais, alors ça va matcher avec ça. Alors, la différence avec Red Rising, j'ai trouvé qu'à la fin, il faisait vraiment explosion. Genre, c'est vraiment tout à la fin que tout d'un coup, tout combotte et que tout tombe pile poil. Alors que Wonderful World était plus progressif. J'ai pas de souvenir de Wonderful World, en fait. Donc, je peux pas lier la comparaison. On rejouera. Et donc, moi, j'ai pu en faire un ce week-end. Donc ouais, j'ai trouvé qu'il se prenait hyper facilement en main. Vu que sans règles en fait on a réussi à jouer, t'as tout cet engine building et tout qui est quand même bien cool, c'est une belle édition. Ouais, je comprends la hype autour du jeu. Après ouais, je comprends aussi que du coup c'est quelque part c'est un jeu de joueurs vraiment, ça peut pas être un jeu que tu vas sortir une fois de temps en temps parce que sinon tu profiteras jamais du fait de l'apprentissage du moteur quoi. Donc voilà, mais ouais clairement envie d'y rejouer et à approfondir quoi. Ouais. Bon, je dis rien, parce que du coup, on en reparlera, mais... Ouais, on en reparlera. On en reparlera en détail. Du coup, je continue, moi, avec mes très vite. Alors, je vais faire comme toujours un petit peu... je ralentis le temps pour pas toujours parler des nouveautés, parce que moi, dans mes jeux fréquents, dans le très vite, il y a toujours tous les jeux que je ressors avec mes enfants. Là, c'est hyper rapide cette semaine, parce qu'en fait, on replonge toujours dans des classiques. Donc, on a fait du Isle of Skye, que si vous n'avez pas joué, jouez-y. On a refait du Flourish en mode coop. C'est intéressant, c'est un jeu, j'avais détaillé déjà dans un podcast que j'avais acheté sur un coup de tête, qui coûte assez cher pour ce qu'il est. Parce que bon, il y a des extensions qui viennent avec, machin et tout. Mais en fait, il marche vraiment hyper bien. Parce que là, on le ressort plusieurs mois après, et on y rejoue à 4 en coop, ça marche hyper bien, ça se prend hyper vite en main, ça se met vite en place, et puis on a fini la partie de coop, et les filles elles étaient juste en mode maintenant on refait une partie en chacun pour soi. Donc ils ont un super équilibre entre le coop et le truc, donc voilà. Encore une fois, il faut l'essayer ce jeu si vous le trouvez en France, parce que par contre il est toujours pas édité officiellement en France, et je suis pas sûr qu'il y en ait encore sur Amazon. Donc je l'ai pas dit, mais moi je l'ai acheté sur Amazon, faut pas le dire. Quoi d'autre dans le très vite, je l'ai dit, j'ai fait pas mal, j'ai pu refaire aussi du Wonderful World, puisque j'y ai mis mes filles. Donc voilà, Wonderful World 8 ans, c'est faisable. C'est faisable, mais il faut que vos enfants ils soient vraiment branchés jeu, et puis il faut qu'ils soient d'accord sur le fait que c'est vraiment pour apprendre, parce que clairement ils gagneront pas. Ouais. Mais voilà, ça se tente. Faut bien commencer. Hein. Ouais, mais par contre j'y ai joué à 4 entre adultes ce week-end. Et c'est pareil, un vrai plaisir de le ressortir, là, ça a hyper bien marché, ça a hyper plu, et à des non-joueurs. Enfin, des non-joueurs, des gens qui étaient rendus des jeux moyens. C'était un peu le premier truc que je ressortais comme ça, et ils ont vachement aimé. C'est assez étonnant, parce que je trouve que c'est quand même le draft, le choix des cartes, l'optimisation, je trouve que c'est pas si accessible que ça, quoi. En fait, ce qu'ils ont apprécié, c'est le fait que, en fait, personne n'était bloqué, personne n'était gêné par les autres, même si tu peux de temps en temps bloquer une carte pour ton voisin, un truc comme ça, tu le vois pas trop de toute façon, et que du coup ils étaient vraiment dans leur mode je fais mon truc et tout, bon, ils étaient persuadés qu'ils allaient gagner quoi, donc toute la partie ils étaient en mode je fais ça, c'est super et tout, enfin ils ont perdu. mais du coup ça a bien marché quand même quoi. Alors moi j'ai fait que ressortir des trucs, ressorti Subterra en coop, là j'ai eu l'occasion de refaire plusieurs parties. Je pense que c'est clairement dans les jeux moyens, mais dans les jeux de coop de tuiles à découvrir un petit peu dans la catégorie des... moi j'ai Fuji, j'ai Burgle Bros, etc. Je pense que Subterra il les surclasse tous, c'est vraiment le mieux du genre.
Alors, j'attends impatiemment Subterra 2, mais il est reculé. Enfin, je crois qu'il est prévu maintenant milieu d'année prochaine, Ah ouais. un truc comme ça. On se recule tout le J'ai temps. hésité à me l'acheter parce que je cherche un jeu coop pour la maison. Ah, franchement, je pense que c'est dans les faciles à sortir, c'est peut-être un des meilleurs, je pense, clairement. Parce que Il je est- veux Ghost Stories, mais je ne le trouve nulle part, donc je me suis dit, peut-être Subterra. Bah, Subterra, il est bien, et puis tu sais, il est bien édité. Tu peux jouer dans le noir, avec une lumière, Oui, on avec avait une essayé lumière la noire. dernière fois. Ouais, alors nous, ça n'avait pas marché, on n'avait pas de lumière noire. Faut une lumière noire. Mais enfin voilà, il y a des petits trucs comme ça. Je pense que c'est vraiment un super jeu. Ouais. Et nous, on joue avec certaines extensions, pas toutes. Donc voilà. Le Dilemme du Roi, on a une partie en cours qu'on continue. Donc ça, c'est toujours pas on y va, mais On va, arrive mais on sur y la va. moitié de fin quand même là. On est à la- non, mais On appelle ça les 2/3 à peu près. Bah non, parce qu'on est à 3/4, Pas. on sait pas trop en fait, vu qu'on est à la 9e partie. Et moi là, j'ai hâte là, de voir ce que ça donne. Là, on sent le truc arriver, on sent que ça va bientôt. Mais moi, j'ai pas cette sensation, Ah ouais, parce moi, que je sens que ça va bientôt arriver. Je sais pas si j'ai réussi à faire des trucs et tout. là où tu coches des croix, des cases et des couronnes, t'en as 50. Alors, tu sais, on en a coché 15. J'ai du mal à me dire, c'est la fin de la partie, quoi. Oui, Ouais. c'est vrai. Donc on verra. Puis en même temps, on a fini que trois histoires sur les 6, donc je suis Ouais. pas sûre qu'on ait fait les 3/4, du coup. Surprise, On on va verra. Et un autre, je m'attendais à ce que t'en parles dans ton trade, mais c'est bien, tu me l'as laissé. On a joué à Titles. Donc il y a un petit jeu où en gros, d'ailleurs on avait joué tous les trois, avec un quatrième, où donc tu dois, t'as des mots. Alors qu'est-ce qu'on avait donc t'as poney, princesse, château, et tu dois donner un nom de film ou un nom de série qui te fait penser à ça. Réponse. Voilà, donc super. Conseil, il faut jouer avec un arbitre, Ouais, un arbitre en fait, non-joueur. Exactement, c'est exactement, Parce que- c'est exactement ça le problème. Et surtout, faut pas jouer avec deux filles aussi, parce qu'avec la même colonne, elles te sortent tous les Disney. Donc c'est juste un concours de non, Disney. parce qu'il y a que les Disney d'une qui sont valables. Non, mais pardon. tu cites des Disney que personne connaît. Alors, et justement, en fait, tout mon point autour de ce jeu, en fait, globalement, je dirais que je l'ai pas aimé à cause de ça. Parce qu'en fait, au final, déjà, tu peux pas jouer avec tout le monde parce que c'est très culturel comme produit et tout le monde n'a pas forcément la même culture. Donc, t'as des gens qui vont se mettre en retrait en mode moi, j'ai pas de culture sur ces choses-là, et du coup, ça marche pas. Et puis en fait, c'est pareil, une culture c'est hyper personnel. Donc des fois, tu vas dire tel mot, tel film ou telle série, puis les gens ils te regardent, ils font on la connaît pas, personne l'a vu. Voilà, comme le signait la princesse. Etc. Et du coup, en fait, après tu te retrouves vachement à argumenter pas tellement sur les tuiles et ce que tu as construit que sur est-ce que c'est connu ou est-ce que c'est pas connu. Donc je vois D'où bien. l'intérêt d'avoir un arbitre. Je vois bien où ils ont voulu en venir, etc. Mais en fait, si t'es pas dans un groupe de potes qui a la même culture, qui a les mêmes vannes, la même connaissance cinématographique et série, pour moi, ça marche pas. Et là, même voilà, nous, on était 2 mecs, 2 filles, et je dis pas qu'on a pas rigolé, mais clairement, quand vous êtes partis sur une colonne à pouvoir sortir tous les Disney, les 2 mecs, on se regardait en mode ouais, bon, c'est pas terminé, quoi. Non, il est difficile. Je pensais aimer. Pareil, je suis un peu déçue. Je me dis, finalement, ça perd son intérêt parce que c'est dur déjà. Et puis finalement, ouais, non, on s'y amuse pas trop. Ouais, non, mais je suis assez d'accord. Un petit peu déçu, quoi. Voilà. Un vrai très vite. Je voulais pas parler de Spirit Island. Je crois que c'était celui-là que j'allais te laisser. Ah oui, mais quand j'ai préparé, on l'avait pas. Voilà, non, mais c'est toi qui dois en parler. Parce que moi, ok, on a refait un Spirit Island. C'est clairement un des meilleurs jeux coop. Qui est dans le top 10 de BGG. Ouais, t'as dit, qui là. vient de rentrer dans le top 10 de BGG, là, juste à la 10e place. Mais bon, par contre, c'est C'est pas. quoi BGG? Board Game Geek. Qui est le gros site américain de référence du jeu de société. Le site de référence du jeu. Je suis novice. Voilà. Et mais bon, voilà. Donc, un excellent jeu de coop, un très gros jeu de coop, parce que là, on a joué à 3 et ça nous a pris 3h30 avec les règles. Ouais, on a dû reprendre les règles quand même. Rapidement, quand même. On a été efficace. On n'a pas mis une demi-heure, je pense, sur les règles. Hmm. Donc voilà, bon, tu sais que tu pars pour un bon moment, mais. Il faut dire pourquoi ça a mis 3 heures, parce qu'on a gagné. Et on a gagné, oui, mais on a gagné à la dernière carte. Donc, Oui, mais on peut ça- perdre. En fait, souvent, le jeu, il est très dur et les gens perdent avant, non? Et du coup, si on perd avant, Est-ce le qu'on jeu aurait- est plus court. Est-ce qu'on aurait pu perdre? Alors, il y a des mécanismes qui auraient pu nous faire perdre avant, notamment, j'avais pris un personnage assez difficile et il y a des moments où je me suis dit, bon, faut qu'on fasse attention parce que si je suis éliminé, on a perdu. Mais globalement, je pense que la partie aurait duré à peu près pareil parce qu'on a terminé à la dernière carte. Ouais. Donc, cette dernière carte, c'était soit on gagnait, soit on perdait. Non, ce qui était étonnant, c'est qu'effectivement, je trouve qu'on a fait une partie, on a pas mal souffert, qui s'avérait être assez difficile. Et on a galéré au milieu. Et par contre, au moment de la fin, on était en mode large.
tranquille, quoi. Mm. Bon, à une carte de la fin, mais large, Finger quoi. in the nose. Ça, Ouais. finalement, en fait, la difficulté n'a pas augmenté avec le... Non, finalement, c'est tout vraiment au le milieu jeu. qu'on a souffert. Donc je pense qu'on a passé une difficulté à un moment donné, et que le jeu, après, on l'a repris sympa. Mais c'était surtout un jeu qu'il fallait que toi, tu redécouvres, parce que t'avais pas aimé ta première partie. Oui, donc Spirit euh, Island, ouais, c'était une première partie un peu bizarre que j'avais fait. J'avais rien compris aux règles. On me disait quoi faire vu que c'était coop et fallait qu'on joue vite. Et je me rappelle, je n'avais rien compris. Je savais pas pourquoi on faisait telle action. Enfin, j'ai rien compris au jeu. Ah bon, on a t'as fini. dit quoi faire? Bah oui, je disais, mais là, je fais quoi? Je comprends pas ce que je dois faire. Je voyais pas les cartes. J'arrivais pas à comprendre les petits Et pourtant, champignons personne et tout. savait Là. jouer le jour-là. Bah si, Si, Lisa. Du coup, T'étais là? Oui. La Ah première oui, c'est fois qu'on son a jeu. C'était joué. mon jeu. je crois que c'était la première fois qu'ils se rencontraient. Donc, mais donc ouais, ça m'a laissé Wow. ça m'a laissé un peu perplexe le jeu parce que j'ai rien capté et puis vu la longueur du jeu, j'avais pas envie de le refaire, pas que c'était un mauvais jeu, mais voilà, donc là on s'est dit on a le temps, on fait pas finalement le dilemme du roi, donc on se tente un Spirit Island. Et là la partie, je l'ai déjà j'ai compris les règles, hein, donc c'est déjà, on apprécie mieux le jeu. J'ai bien aimé ma partie, mais c'est vrai qu'après les 3 heures de jeu, je trouve ça un peu long pour ce que c'est. Je préfère faire, on entend parler, un Ghost Stories ou un autre, un Subterra, qui est pour moi, apporte finalement presque la même pas les mêmes sensations de jeu, je peux pas dire ça, mais en gros, voilà, on va jouer ensemble, on va se battre contre le jeu qui, lui, nous attaque, et je préfère le faire en 1h30 ou en Alors, 1 heure. Après, le vrai discours, il est là, la question, c'est toujours pareil, et on en revient beaucoup à ça en ce moment, c'est que c'est dur, en fait, de sortir un jeu qui dure 2 heures Oui. ou 3 heures, même si moi, personnellement, j'adore ça, parce que effectivement, sur ce créneau-là, on aurait eu le temps de faire, pour rester dans le coop, on aurait fait un dilemme du roi, un Subterra, et on aurait peut-être calé un Ghost Story à côté, tu vois. Donc effectivement, la difficulté, elle est vraiment là, sur ces jeux-là. Intrinsèquement, moi, je les trouve profondément bien faits, je les adore, mais c'est vrai que j'en achète plus, parce qu'ils sortent pas. Là, j'ai une grosse hésitation en ce moment, on pourrait en parler en fin de podcast sur l'insondable. Je me dis, 5 joueurs, 4 heures. Ouais, Et il faut absolument 5 joueurs. ouais, c'est mieux. Ouais. Et du coup, tu vois, je me dis, c'est bien. Une je vais fois le dans sortir l'année. Une fois, quoi. Mais même une fois dans Faut l'année. Mais peut-être que trouver ce sera la fois dans l'année, ils disent il est tellement bien que tu passeras la soirée mémorable de l'année. Toujours est-il que tu as fait un Spirit Island, donc tu as quand même trouvé ça bien, donc on a dit on rejouera l'année prochaine. Voilà, une fois par an, c'est bien. Donc maintenant, il faut que je te fasse... Non, 2 fois parce que tu es obligé d'en refaire une avec moi. Oui, Parce mais que là, je l'année n'étais pas prochaine, là. tu vois, 2022, c'est bien. Oui, c'est vrai que c'est et donc maintenant, il faut que tu testes CO2 seconde chance. Ouais, celui-là, il me tente bien. Il est à peu près aussi long. Ouais, bon, à voir. Ok. Alors, Akmen, à toi. Du coup, moi, mon très vite va être très très rapide parce que je ne parle que d'un seul jeu. Étant donné que la plupart du temps, je joue au jeu de Cesterio ou d'Uzla. Donc, ils en ont déjà parlé. Et je squatte sinon beaucoup BGA. Donc, sur lequel je joue à Narak, La Belote, Res Arcana, Azul. Azul, oui, beaucoup. Et j'ai retenté Splendor aussi. Mais faut que je réapprivoise le jeu parce qu'il y a des subtilités que je n'ai pas forcément acquises. Et donc moi, je vais parler de mon dernier achat compulsif, c'est Villainous Marvel. Donc je l'ai acheté parce que je me suis dit, l'univers va plaire à mon mari, donc il va bien vouloir jouer avec moi. Donc c'est pour ceux qui ne connaissent pas, les Villainous, c'est des jeux asymétriques où on incarne chacun un méchant, donc la plupart du temps, Disney, là c'est Marvel. Et donc on a des pouvoirs et des objectifs différents et le but c'est de terminer sa quête en premier. Donc c'est un jeu très interactif, le but étant de mettre des bâtons dans les roues des autres parce qu'on est des méchants. Donc voilà, et ceux qui connaissent les Disney, donc ne faites pas comme moi, ne vous lancez pas tête baissée dans le Villainous Marvel parce qu'il y a des différences. Donc en l'occurrence la pioche de fatalité, donc qui sont la pioche des héros pour mettre des bâtons dans les roues, je me répète, à l'adversaire, elle est commune, elle n'est pas individuelle, voilà, spécifique à un héros de Disney en fait, puisque les Marvel se liguent tous contre les forces du mal. Voilà, c'est ça. #Avengers. Et du coup, donc il y a une pioche de fatalité commune. Ils ont rajouté un système de compétences donc qui s'active à chaque tour de jeu en fonction un peu comme des événements, en fonction des actions qu'on choisit. Et ils ont ajouté aussi des crises. Donc j'ai pas approfondi le sujet parce que de toute façon ils disaient que pour les débutants, il valait mieux éviter. Et donc j'aime bien l'univers. Je trouvais que c'était sympa, que ça changeait parce qu'il y a des jetons qui sont rajoutés. Mais la première partie a été assez laborieuse, très longue, mais à retenter. Voilà.
si vous êtes intéressé. Mais moi, le Marvel, je sais pas trop, en fait. Je suis un peu dubitative parce que je pense que ça, si t'es pas fan de l'univers, c'est difficile. Et moi, en fait, à part Thanos, je ne connais pas les autres méchants. Et du coup, j'ai envie, enfin, je sais pas si j'ai envie d'y jouer finalement parce que quand finalement l'intérêt de des Millennials, je trouve, même dans les Disney, si on connaît pas le méchant, si on connaît pas les héros qui attaquent le méchant, on n'a pas envie de jouer avec ce méchant là. Et moi, à part Thanos, je connais pas les autres et du coup je me dis si je joue pas Thanos, tu vas pas te mettre dans l'ambiance. Ouais, du coup j'ai l'impression que non, Après, tu vois, c'est ça que- marche bien parce que moi je n'ai pas joué avec Thanos et Thanos c'est également le seul que je connais. Je me suis fait poutrer par Thanos. Donc écoute. non, mais après non, mécaniquement ça doit fonctionner. Mécaniquement, c'est plus dans la mécanique, etc., que dans le personnage en lui-même, parce que moi, effectivement, je connais pas les méchants du tout qui sont dans le jeu. Mais ça m'a pas empêché d'apprécier la mécanique et puis d'avoir mon objectif. Alors moi, le problème, c'est que de toute façon, je vois Disney plus Marvel, c'est du commerce. Pour moi, c'est commercial à mort, quoi. Après... C'est de la licence à mort, donc c'est un peu rébarbatif. Non, celui-là, pour le coup, j'essaierai même pas, je pense. On passe au focus. C'est Stéréo. De quoi tu nous parles aujourd'hui ? Et je vais parler de For. For est un jeu pour 2-4 joueurs, accessible 10 ans, ce qui je trouve correspond bien. C'est Grant Rodiek en auteur et Kyle Ferrin, illustrateur, édité chez Matago. L'illustrateur, en fait, il est connu, il a fait Root, qui est alors pas du tout dans la même gamme de jeux, mais c'est les mêmes dessins, et Was, je sais pas comment on le dit, What, qui va sortir en 2022, qui est déjà très attendu. Et donc, ce sont 2 gros jeux. Et là, For, qui est comme un jeu plus accessible, mais ils ont gardé les mêmes illustrations, le même type de crayon, quoi, le coup de crayon. Et donc, moi, ça m'a intéressée. Bon, j'ai pas pu jouer à Root, donc je pourrais pas rien en dire, mais les illustrations, je trouve, sont attractives, en tout cas, dans le jeu For, quand tu vois la boîte, etc. Déjà, moi, ça me plaît bien. Donc, For, qu'est-ce qu'on y fait ? On incarne des enfants qui veulent construire leur fort et surtout se faire des amis. C'est un deck building qui a en fait 2 particularités, on va dire. Donc déjà, il n'y a que 2 actions. Et en fait, il y a une action sur chaque carte. Et il y en a une qui est publique, une qui est privée. Donc déjà, ça, ce qui est un deck building qui va vraiment différencier. C'est-à-dire quand on pose sa carte, il faut quand même vérifier l'action qui va être publique, donc va être proposée aux adversaires. Ils vont pouvoir la faire. Donc là, déjà, on doit réfléchir à dire, est-ce que pour nous, elle est intéressante ? Mais surtout, il ne faut pas qu'elle soit trop intéressante pour les adversaires. Et donc une action privée où là on est le seul à la faire. Donc pour ça déjà cette première particularité elle est intéressante. Et la deuxième c'est que on va avoir un deck de 5 cartes en main, on va en jouer une voire plusieurs parce on a des actions qu'on peut faire en multiplicateur. Donc on va pouvoir se défausser de certaines cartes. Et donc celles dont on ne va pas jouer vont être posées dans un jardin et donc on va pouvoir se les faire piquer par nos adversaires. Pour raccrocher un peu au thème, en fait, on a des amis dans notre main. Si on ne joue pas avec eux, ils vont dans le jardin et donc potentiellement, ils vont pouvoir aller jouer avec d'autres amis, enfin avec finalement vos adversaires de jeu. Donc dans la mécanique, ça marche bien parce que voilà, quand on a nos meilleurs amis, on a des amis, si on ne joue pas avec eux, ils vont aller voir ailleurs. Et on va se faire piquer. Donc c'est un jeu quand même de gestion de ressources parce que le but ça va être quand même de gérer des ressources, des jouets et des pizzas pour pouvoir construire son fort. Parce que ce qui met fin à la partie quand même c'est souvent le premier qui va réussir à construire son fort. On a quand même pas mal de petites choses dans Fort. On a des cartes observateurs aussi pour pouvoir améliorer en fait je te disais tout à l'heure il y a des cartes à multiplicateur. Donc quand on a mis dans son observatoire on va pouvoir faire un multiplicateur plus fort et donc faire l'action plus de fois et récupérer plus de ressources. Moi, ce que j'ai aimé dans ce jeu, c'est que c'est une interaction non agressive. C'est-à-dire qu'on ne va pas empêcher l'autre de jouer, mais par contre, si la personne n'a pas joué avec sa carte, oui, on va pouvoir lui piquer un de ses copains qui finalement va peut-être nous intéresser, nous pour jouer, parce que c'est une carte qu'on n'a pas. On va profiter des actions des autres. Donc ça aussi, c'est une interaction, parce que du coup, on va pouvoir profiter de ressources ou de pouvoir construire son fort via l'action des autres, mais pareil, c'est non agressif, c'est-à-dire qu'on profite de l'adversaire. Le thème, je trouve qu'il n'est pas plaqué, en fait, ça marche bien, on a des amis dans nos mains, on a 2 meilleurs amis, comme je disais tout à l'heure, et ceux-là, ils vont rester dans notre deck, quoi qu'il en soit. Eux, ils vont jamais dans le jardin, parce que c'est nos meilleurs amis, et ils nous sont fidèles. Donc je trouve que le thème est intéressant, je trouve que l'édition et le matériel est vraiment top, je trouve que Matago, ils ont fait un bon travail pour la version française, mais en tout cas, les plateaux sont troués, enfin, comment on dit ça ?
Ouais, il y a une double couche. Ouais, double couche, et du coup, voilà, les ressources partent pas, les pions sont qualitatifs, les cartes, le dessin. Non, franchement, sur l'aspect matériel, je le trouve vraiment très agréable à jouer. Ensuite, en petit défaut, on va dire, ça tire un peu en longueur pour un jeu de ce type. Ils mettent une demi-heure sur la boîte, mais quand on joue et qu'on veut... On peut y jouer de manière un peu plus simple, mais quand on veut vraiment optimiser, voir ce qu'on laisse à l'adversaire choisir ses cartes, on va facilement faire 3/4 d'heure, 1 heure, qui est peut-être un peu long pour ce type de jeu. Je pense qu'il faut une partie d'apprentissage, un petit peu, parce qu'il y a énormément c'est que de l'iconographie, il n'y a rien d'écrit, mais par contre, on en bouffe de l'icône. Hein. Là, par contre, il y a une feuille de récapitulatif qui est très bien faite. Donc là, il suffit d'avoir sa feuille à côté, toujours vérifier, mais du coup... Moi, ça ne m'a pas gênée, mais je peux comprendre que la première partie, on soit dans cette feuille-là et que ça nécessite une partie d'apprentissage. Et voilà, beaucoup d'icônes. Alors, c'est bien parce que du coup, il n'y a pas de texte et on n'a rien à dire. Mais d'un côté, voilà, faut arriver à les appréhender toutes. Et du coup, c'est pas facile. Il y en a, franchement, il y en a bien une vingtaine, voire plus. Donc voilà. Mais en tout cas, moi, j'ai fait plusieurs parties maintenant et j'apprécie vraiment beaucoup. Et plus j'y joue et plus c'est fluide, en fait. Et plus je sais un peu ce que je veux, je sais les actions qu'il va y avoir, et plus j'y trouve de l'intérêt finalement. Et donc c'est vraiment un jeu que j'apprécie. Ouais, moi on a joué ensemble. Effectivement, l'édition est super, il n'y a rien à dire. Le thème n'est pas plaqué. Moi, j'ai pas particulièrement accroché au thème, mine de rien. Enfin, j'ai quand même réussi à... Finalement, je me suis quand même détaché du côté enfant et du côté ils partent dans le jardin. Mais on va dire que c'est propre à moi. Ça me gêne pas, c'est pas ni positif ni négatif. Je trouve qu'il y a le thème, il marche, mais voilà. Moi, je m'en suis détaché, mais voilà. Effectivement, par contre, j'ai des reproches à lui faire. Donc, effectivement, trop long pour ce que c'est. Une fin de partie, qui tu dis, en fait, je commence à en avoir un peu marre sur la fin. Un jeu qui se veut simple et relativement simple et accessible. Alors, il se présente un peu dans l'illustration et dans la taille et tout ça comme un jeu qui serait accessible aux enfants. Et en fait, pour moi, clairement, il l'est pas du tout tant que ça. C'est-à-dire que, tu vois, typiquement, quand je disais... 10 ans sur la boîte. Et je trouve que 10 ans, ça, c'est bien. Mais 10 ans, c'est quand même des enfants. Moi, je trouve pas parce que... ou alors, un vrai 10 ans. En fait, oui, mais s'ils mettent 10 ans, et là, c'est un vrai 10 ans. Il y a beaucoup de jeux, en fait, c'est pas des vrais âges. Un vrai Wonderful World, ils mettent 12 ans, et tu vois, à 8 ans, je commence à réussir à l'expliquer. Et en fait, l'aspect de la feuille d'icône, justement, à laquelle tu dois te référer, même moi, en tant qu'adulte, ça m'a beaucoup monopolisé dans le jeu. Et en fait, toutes les cartes, c'est référence à la feuille. Il y a un moment, il y a trop d'icônes, en fait. Et puis, il y en a qui sont quand même... les nuances entre deux icônes, elles sont faibles. T'as la main et t'as le petit smiley à côté, là, tu fais, alors ça, c'est quoi Et donc, voilà. Alors, clairement, j'imagine qu'effectivement, de partie en partie, ça s'efface. Mais, comme je dis, moi, je joue beaucoup avec mes filles qui ont 8 ans. Et je me suis dit, mais en fait, ça va être hyper pénible de jouer avec elles, parce que toutes les icônes, si c'est rébarbatif pour moi, ça va être pire pour elles. Pas forcément, parce que le regard d'un enfant est différent d'une autre. Peut-être qu'en iconographie, ça prendrait bien. Voilà, sur au moins une de mes filles, je sais que ça passerait pas. Mais elles sont pas 10 ans, déjà. Moi, j'ai pas eu ce ressenti sur les icônes, ça m'a pas gêné, et j'ai pas le souvenir d'avoir regardé plus que ça ma feuille. Après, c'est un défaut qui est souvent cité, mais je suis d'accord avec toi. C'est un défaut qui est souvent cité sur... Ou alors c'est parce que tu jouais avec moi et que tu m'as aiguillé un peu plus, mais j'ai pas eu ce... Et le dernier point, effectivement, ce que tu dis, c'est sur la partie courbe d'apprentissage. Alors, il y a plein de jeux qui ont des courbes d'apprentissage, c'est pas une surprise. Mais ce qui m'a choqué sur notre partie, donc on était 3, et donc 2 débutants et toi, et tu finis avec quasiment le double de points de nous, alors que nous, on est à 1 point d'écart. Donc, c'est-à-dire que nous, on est sur la même courbe d'apprentissage, et à aucun moment, on a la sensation qu'on n'est pas loin, qu'on peut te rattraper ou autre. C'est... elle galope devant et on va faire notre truc. Et en fin de partie, j'ai pas trop su dire pourquoi, finalement. Alors, ça peut être de la chance aux cartes. Il y a eu un moment où l'autre joueur était frustré. Il y a un moment, c'était moi. Alors, on s'y est sûrement mal pris à un moment donné aussi. Hein. Mais tu vois, elle galope devant. Je sais même pas comment elle a fait au final. Et donc voilà quoi. Mais je pense que c'est ça. Il y a ce que je disais tout à l'heure. Il y a les actions publiques, les actions privées. Et en fait, si on arrive à profiter à chaque fois des adversaires, des actions, finalement, on triple nos actions dans notre tour. Donc, alors moi, clairement, dans ma partie, c'est un truc qui n'a pas marché du tout. Mais voilà, même prenant ça en compte, j'ai trouvé l'écart à la fin vraiment trop conséquent, quoi. Peut-être qu'apprendre à 3 plutôt qu'à 2, c'est plus compliqué aussi. Je pense que moi, c'était ma 3 ou 4e partie, je sais plus. Et en fait, moi, j'ai vraiment remarqué que je jouais vite. C'est-à-dire que
j'avais mes cartes, pendant que vous jouiez, j'avais choisi ma carte, je la posais, et là j'ai vu que finalement le jeu, au bout de 3 parties, enfin là, la troisième en tout cas, oui, on peut peut-être atteindre la demi-heure de jeu. Parce que du coup, j'étais détachée de l'iconographie, je connaissais un petit peu les types d'actions, parce que finalement, il n'y en a pas tant que ça, en fait. Donc la première partie, t'as l'impression qu'il y en a beaucoup, mais finalement, il y a beaucoup de cartes qui sont en double dans le jeu, et finalement, on revient souvent un peu quand même aux mêmes cartes, et du coup, moi, je savais un peu, tiens, là, je voudrais mettre dans l'observatoire. Non, là, je veux prendre des ressources, ou là, non, je veux faire le fort. Et finalement, ça tourne autour de ces 3 choses-là, on profite des autres, et je trouve que, moi, finalement... après 1 ou 2 parties, le jeu devient vraiment fluide et on joue vite, quoi. C'est peut-être pour ça aussi, c'est intéressant finalement ce que tu dis, parce que moi ce que je dis c'est que autant on est en phase d'apprentissage, autant on est largué à la fin, et d'un autre côté, ce que je dis c'est que j'avais pas donc le sentiment d'avoir même ne serait-ce plus à un moment t'accrocher en disant je vois ce qu'elle fait et je vais essayer de... J'ai pas eu cette sensation-là que tu vois dans d'autres jeux où tu reproduis celui que tu penses qu'il fait bien. Et dans Fort, j'ai pas pu faire ça. Et c'est rigolo parce que toi, t'arrives et tu dis, moi, après 3-4 parties, je joue vite, j'ai préparé mon coup et je fais tac, tac, tac. Et en fait, peut-être que l'écart vient de là, justement. C'est peut-être que le fait que tu sois hyper fluide sur ton jeu, alors que chaque carte que tu jouais, il fallait que j'aille regarder la fiche d'icône. Oui, c'est ça. En fait, t'avais fini le jeu et j'étais encore au premier icône et j'ai fait, Donc l'écart, il vient peut-être de là. Ce sera intéressant sur l'aspect 10 ans, effectivement, et on peut se tromper, entre guillemets, enfin je peux me tromper sur l'accessibilité. C'est pas le jeu qui m'a paru le plus évident à faire jouer à mes enfants. Ça serait intéressant, on devrait faire l'exercice de tester, de leur faire jouer. Parce qu'on s'est posé la question, parce qu'on a fait un Unlock Kid, je peux dévier un peu, et en tant qu'adulte, il y a des choses qu'on n'avait pas... parce qu'on a fait 2 teams pour les faire le plus vite possible, enfin une compétition. Et il y a des choses, c'était pas flagrant pour nous, et pourtant c'est un jeu qui est fait pour des enfants, donc je pense qu'ils ont un regard différent d'une autre, et ils perçoivent les choses pas de la même manière. Donc des choses que nous, on trouve compliquées maintenant, peut-être que pour eux, ce serait plus intuitif. Je sais pas. Ouais, non, ça s'essaye. Oui, non, mais clairement, de toute façon, ça s'essaye. Je pense que ça s'explique, mais je pense que ça ralentirait beaucoup, et que le jeu serait fluide. Après, bien entendu, je peux me tromper. Après, ça reste mes plus gros partenaires de jeu. Je connais quand même bien les jeux qu'elles abordent. Oui, tout à fait. Et voilà. Mais en tout cas, voilà, Fort, moi, c'est vraiment une belle découverte. Et j'avais peur d'être déçue vu certaines critiques, parce que je pense qu'il y a un peu des pour et des contre. Et moi, j'ai vraiment apprécié, et c'est un jeu que je conseille, en tout cas. Ok, d'accord. Tu veux faire ton focus ou j'y vais ? Allons, j'y vais. Du coup, moi, je focus sur Seven Wonders Architect, donc dans la lignée des Seven Wonders. Donc l'auteur, c'est Antoine Boza, qui a fait entre autres Ghost Stories, Takenoko ou Tokaido. Ou Seven Wonders. Oui aussi, mais bon, j'ai pas voulu faire dans la facilité, tu vois. L'illustrateur, c'est Étienne Ebinger, je ne sais pas, et lui qui a travaillé sur les extensions de Seven Wonders. Après, j'ai pas trouvé d'autres infos sur lui. Et l'éditeur, c'est Repos Productions. Donc c'est un jeu qui peut se jouer à 2 jusqu'à 7 pour des parties d'environ 25 minutes. Alors nous, en jouant à 2, quand on connaît bien le jeu, on peut descendre à 10. Et à partir de 8 ans. Sachant que tu as le super pouvoir de jouer extrêmement vite. Oui. Non, là, il se joue vraiment très vite. Oui. Tu pioches ta carte, tu la poses... Enfin, quoi que toi, tu pourrais avoir moyen d'hésiter entre les tas de cartes, et puis laquelle vaut mieux que je prenne. Mais donc voilà, donc je reprends. Donc le but, c'est de terminer sa merveille. Donc oui, donc on joue avec les 7 merveilles du monde. Avant tout le monde, mais terminer sa merveille en premier ne nous fait pas forcément gagner, parce que comme Seven Wonders, on a d'autres moyens de gagner des points de victoire. Donc on retrouve les grandes lignes, les merveilles du coup, qui sont chacune composées de 5 étapes qu'on va construire. On les retourne en fait quand elles sont construites, on a un espèce de petit puzzle devant nous. Elles ont des avantages aussi différents, donc on a un pouvoir qui se débloque la 2e et 3e étape généralement, et elles ne rapportent pas le même nombre de points non plus. Jeu asymétrique, j'ai appris un nouveau mot. On joue aussi avec la guerre, donc il y a un système de déclenchement avec des cornes. Donc dès que 3 cornes, en fonction du nombre de joueurs, il faut piocher plus ou moins de cornes. Donc la PSS, et là on compare nos points de guerre, et donc on gagne 3 points pour chaque guerre remportée.
On a le système de science aussi, comme Seven Wonders Duel, qui nous permettent de gagner des jetons bonus. Et il y a aussi la civilisation ou culture, les cartes bleues, qui rapportent des points en fait. Donc soit 3 points, soit 2 points, et un petit chat qui permet de regarder la pioche commune, la première carte de la pioche commune qui se joue face cachée. Donc le mécanisme en fait c'est très simple, on a chacun notre merveille, un tas de cartes qui est associé à la merveille, et on peut piocher soit dans le tas du joueur de notre gauche, soit dans le tas du joueur, soit dans le nôtre, Voilà. en fait, ou dans la pioche commune qui est cachée. Donc les tas des joueurs sont pioches visibles, donc on a toujours le choix entre 2 cartes visibles et une face cachée. Donc voilà, donc c'est très simple, on pioche la carte, quand on l'a choisie, on la pose, et ensuite, si ça déclenche la construction d'une merveille, on fait notre merveille, et puis voilà, jusqu'à temps que quelqu'un finisse la construction de sa merveille. Donc comme je disais, la fin de partie est déclenchée dès qu'une merveille est terminée, et on comptabilise les points. Donc nous, quand on a joué avec ces stéréos, on s'est dit, oui, nombre de tours, on n'a pas le même, c'est pas très juste. Donc on faisait en fait en fonction du premier joueur. Donc si le premier joueur avait terminé sa merveille avant le deuxième refaisait une action. Mais j'ai joué sur BGA, et là, non, c'est une merveille est finie, allez hop, tant pis pour tout le monde. Et alors, qu'est-ce qui est mieux ? Moi, ça ne me dérange pas, en fait, les jeux de course où quelqu'un, même si j'ai pas fait le même nombre de tours, ça me pose pas de problème. Donc moi, ça change pas grand-chose, mais je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui ont du mal avec ce principe-là d'inégalité entre... Et ce que je peux concevoir aussi, parce que c'est vrai qu'avec un tour de moins, forcément, on peut... Je pense que ça m'énerverait, ouais. Oui, donc... J'y reviendrai après. Vas-y. Donc, on va pas lancer le débat, mais moi, ça me dérange pas. Mais j'ai mis dans mes points négatifs que le fait du système de course, au nombre de tours, qui pouvait déranger certaines personnes. Donc, dans mes plus, j'ai mis que c'était sympa parce que c'est des parties fluides qui sont rapides, c'est pas prise de tête, je pioche. Après, on peut pousser la stratégie, effectivement, mais bon... On peut jouer sans prise de tête. Il est accessible, du coup facile à expliquer. Pour moi qui suis hyper douée pour expliquer les règles, c'est super pratique. Il y a quand même une part de tactique, justement. Et le matériel est vraiment bien pensé, en fait. Chaque merveille a un petit bac avec ses cartes et les éléments qui la composent. Et je trouvais que c'était original. Après... les illustrations sont peut-être un peu simples. Je n'irai pas jusqu'à dire que c'est un jeu hyper beau, super design. C'est très simple. Je me pose la question aussi sur les pouvoirs des merveilles qui ne sont pas forcément équilibrés, donc à voir. Peut-être quand on joue à 7 avec toutes les merveilles en jeu, je pense que ça peut être équilibré effectivement, mais quand on joue à 2 joueurs, en fonction du choix de nos merveilles, je pense que c'est plus ou moins avantageux pour les uns ou les autres. Et le problème aussi, c'est qu'il est très encombrant. C'est une grosse boîte, donc on ne peut pas l'emmener où on veut, quand on veut, ou alors on sait à combien on va jouer. Donc on prend juste les petites barquettes, sauf que le problème, c'est qu'on ne peut pas jouer avec tout, donc c'est pas très intéressant non plus. Donc voilà pour Seven Wonders Architect, mais j'aime bien, j'aime beaucoup, ça détend. C'est pas dans mes préférés, mais c'est pas mes top du jeu, mais il est sympa à essayer. C'est assez contradictoire parce qu'au final, t'as une grosse boîte, voire une très grosse boîte. Moi, je l'ai pas vue, mais elle est pas vide. Si, non, elle est pas l'avais vide. ramené C'est ça, la la dernière fois, tu sais, c'était la grosse, Ouais, donc grosse c'est ça. boîte Et dans le sac. pour un jeu qui dure finalement entre 15 et 25 minutes, quoi. C'est ça, oui. Et j'imagine que du coup, t'as un prix qui va avec une grosse boîte. Il est pas si cher, je Oh, crois. je suis pas sûre, je me souviens plus du prix que je l'ai payé. Non, le prix est accessible. 30-35 euros. C'est une question. Non, je Ok. ne sais plus. Je ne sais plus. Puis Globalement, on est sur du Seven Wonders Light, en fait. Très, très oui, light. c'est ça. Et ça me faisait peur, en fait, parce que quand on en avait parlé avec Sarah, parce que je l'ai acheté parce que Sarah avait dit qu'elle voulait essayer, puis comme j'en ai assez d'acheter toujours les mêmes jeux que vous parce que je les adore, je me suis dit, je vais participer aussi à la diversité globale. de notre ludothèque, voilà. Donc je l'ai pris, mais ça me faisait peur le fait que ce soit simplifié, parce que moi j'aime bien justement quand c'est
les stratégies, quand c'est un peu poussé, que ça pousse à la réflexion. Mais en fait, non, ça permet de jouer avec des gens qui aiment pas trop jouer, qui aiment pas se prendre la tête, et du coup de partager aussi un moment agréable avec des joueurs qui sont pas très... Alors- je trouve pas l'adjectif pour les défis, pour définir, mais Les novices, quoi, les Voilà, joueurs des novices, occasionnels. et Ouais, qui- joueur occasionnel, c'est pas mal. une partie comme ça leur fait plaisir, mais si tu leur en demandes 3, c'est bon, c'est mort. Du coup, la question qui tue, c'est si t'as déjà Seven Wonders, est-ce que t'achètes Seven Wonders Duel Bah, j'ai les- Architecte. J'ai les deux, du coup. J'ai les deux, et je pense que je peux peux- pas sortir Seven Wonders et Seven Wonders Architect avec les mêmes Parce personnes, que en fait. Seven Wonders, moi, c'est un jeu que j'utilise comme transition, justement, pour des joueurs occasionnels moyens, on va dire, mais typiquement, là, j'ai des joueurs comme ça en ce moment, des gens à qui j'ai fait découvrir pas mal de petits jeux, qu'on commence à faire du Subterra, etc. Et je vais faire du Seven Wonders pour les amener sur du Wonderful World ou des choses comme ça, quoi. Donc c'est déjà un jeu de transition pour moi. Ah ouais, alors que tu vois, moi, Seven Wonders, je le vois pas... Après, moi, je suis plus novice dans le monde du jeu, mais je le vois pas comme un jeu de transition. Je trouve qu'il est déjà pas mal... avec toutes les mécaniques, tu vois, à assimiler, le fait que t'aies la guerre, que t'aies la scientifique, que tu ne dois pas t'éparpiller partout, parce que sinon tu fais un flop. Mais, ouais. Puis moi, je joue beaucoup aussi avec des petits loups, que je n'ai pas souvent, donc je peux pas faire comme toi avec tes filles, tu vois, leur apprendre, etc. Donc c'est vrai que des petits jeux comme ça, simples, c'est pratique aussi à sortir. Du coup, tu m'emmènes à une autre question. Il est marqué à partir de quel âge? Parce que pareil, Oh, pardon, je l'ai pas dit. Seven Wonders, typiquement, Je alors je l'ai l'ai pas pas dit. encore fait, mais c'est un jeu qui, a priori, est relativement accessible tôt. Et alors... À partir de 8 ans. Ah ouais. Je pense que tu peux même aller en bas. Oui, je pense que c'est parce que Sur tes filles, Seven tu Wonders vois... Architect, tu peux y Mais aller. même sur Seven Wonders classique, je connais des gens qui font jouer leurs enfants de 7 ans. Alors moi, j'ai pas mis les miennes parce que bon, finalement, on a d'autres jeux et que j'ai pas eu l'occasion. Mais et que j'ai après, prêté mon jeu. de Mais toute façon, moi je trouve que à partir d'eux, c'est vraiment oui. les grandes lignes, parce qu'il y a des enfants qui cogitent très vite et puis qui ont l'habitude, comme tes filles, de jouer avec leurs parents et qui construisent une certaine logique et qui forcément peuvent s'attaquer à des jeux qui ne sont pas prévus dans les faits pour leur âge, quoi. Alors que t'en as d'autres, ils sont plus âgés et tu peux rien leur faire expliquer, même des adultes, hein, à qui tu peux, des jeux tout simples, tu ne peux pas, ils captent pas, ils arrivent pas, ça matche pas. Donc, Alors, on lance le débat sur les jeux de course. Oui. Oui, débat sur jeux de course, mais donc voilà, moi je serai l'arbitre, hein. Non, moi j'ai pas donné mon avis sur Seven Wonders Ah, pardon. Architect. Oui, vas-y, tu te retiens depuis tout à Oui, l'heure, je on me voit, t'es retiens, là, tendu, là, Non, en fait, déjà, moi, je trouve que c'est... Moi, contrairement à ce que tu dis, enfin, moi, je le trouve vraiment très beau au niveau de l'édition. Enfin, pour moi, ils ont réussi le pari. Mais la boîte est pas folle, non? Ah oui, L'extérieur de la boîte. moi je parlais Moi, plus je de le trouve beau, l'illustration en fait, des cartes, en fait, parce Mais que c'est même, vrai moi, que l'illustration des cartes, je les trouve bien. Les merveilles, en fait, la les différence... merveilles, oui, je te rejoins. En fait, il est asymétrique, mais dans le sens, on a vraiment sa merveille qu'on construit. Par rapport à tu le disais, la différence avec un Seven Wonders classique, déjà, on a moins d'interaction. C'est-à-dire que c'est pas un draft. Donc, on peut pas se dire, je laisse ça à l'adversaire. Un petit peu parce qu'on va choisir une carte, mais on sait pas ce qu'il y a en dessous. C'est pas pareil, quoi. On va prendre une carte, Oui, on c'est sait vrai. pas C'est de ce la qu'on... pioche, quoi. Oui, C'est de la complètement. pioche, Tout on ce que sait, t'adores. on en a deux visibles, donc il y en a une qu'on va laisser, on sait qu'on va la laisser à l'adversaire, donc des fois on peut la lui prendre, mais c'est beaucoup plus direct. Là, c'est un draft, si je lui laisse ça, il va prendre ça, si je lui laisse... Là, il n'y a pas ça du tout, c'est moi je prends ma carte, je fais mon truc, et c'est plus dans son coin. Vraiment, on a sa merveille. La différence aussi, on ne garde pas ces cartes, c'est-à-dire que quand on a deux matériaux, on construit sa merveille, elles sont défaussées. On ne les garde pas pour la suite. Donc, on ne peut pas envisager la suite. Dès qu'on a fini une carte, elles sont défaussées. Les militaires, pareil, s'il n'y a pas de cornes dessus, il y en a qui, s'il y a des cornes dessus, elles vont être défaussées. Les cartes vertes, elles sont défaussées. Dès qu'on les joue, on ne garde pas ça dans son jeu. Donc, déjà, ça change aussi par rapport à la suite, parce qu'on n'envisage pas pareil, alors que les autres, on les garde. On se dit, si j'en ai 3, je pourrais faire ça, je vais pouvoir construire ma merveille. Là, c'est pas Donc du en tout fait, comme ils ça. ont supprimé la partie engine building, Oui, de c'est ça. Seven Wonders. Ouais. Mais après, moi, je suis pas dans le même esprit que toi, parce que j'ai un œil sur tout ce que font les adversaires. Ah, t'es obligé un petit peu quand même, mais tu peux constamment. plus jouer. En fait, la différence, c'est que tu peux vraiment faire ton truc. Tu prends tes cartes qui te vont à toi, tu construis ta merveille, et tu peux ne pas regarder ce que font les autres. Tu peux perdre, tu risques de perdre, mais ça se trouve, tu vas gagner, parce qu'en fait, comme c'est une pioche, il y a de la chance. Donc, tu peux ne pas jouer en interaction avec les autres dans Seven Wonders Architect. Donc, pour moi, ça... Après, moi, justement, chaque merveille est différente. Quand tu la construis, tu retournes, tu vois ta merveille se construire, il y a un côté un peu... waouh, enfin, en fait. Et je trouve qu'en ça, avec des enfants, ça marche, en fait.
parce qu'il est beau. L'aspect course, moi j'ai changé la règle. C'est moi qui ai proposé à Agmen de changer la règle parce que, autant, on peut en parler là, c'est le premier qui vient, c'est Lueur. Dans Lueur, t'as un premier joueur, mais le deuxième, le troisième, le quatrième, ils ont un truc compensatoire. En général, le premier, il a rien, mais les autres joueurs peuvent avoir comme Narak, une ressource compensatoire. Voilà, dans Narak aussi. Là, il n'y a rien qui compense. Le premier joueur, il joue comme le 7e, sauf que du coup, il sera le premier à jouer. Et du coup, si c'est le premier à terminer son tour, il aura une carte de plus que tous. Et une carte dans Seven Wonders Architect, c'est énorme une carte, parce que ça peut faire finir la merveille. Clairement, parce qu'il faut 4 matériaux. S'il a le 4e dans sa dernière carte, il met fin. Oui, mais il a joué une carte de plus que tout le monde. Oui, mais ça, après, tu peux le compenser avec tes choix de jetons bonus, qui, par exemple, selon les ressources que tu poses, te permettent d'en repiocher une. Oui, mais tu auras toujours pioché une carte de plus. Même si tu fais le scientifique qui te permet de faire la carte qui pioche une de plus, oui, mais lui aussi, il peut la prendre, du coup, cette carte-là. Il peut faire les jetons et avoir cette carte-là qui lui fait encore piocher. Enfin, tu vois, en fait, il a les mêmes accès que tout le monde. Sauf que lui, il jouera une carte de plus. Et donc, en soi, je ne comprends pas. En fait, j'ai pas cherché trop, mais pour savoir ce que les gens en pensaient. J'ai pas eu trop de retours là-dessus. J'ai pas vu de choses là-dessus. Mais c'est vrai que je ne comprends pas ce choix de l'éditeur d'avoir fait ça. Maintenant, ils ont sûrement leur raison et sûrement que pour eux, ça rajoute du piment, je trouve que justement... c'est pas du piment pour moi parce que du coup... moi, justement, je le prends comme un défi, tu vois. Faut voir si c'est toujours le premier qui gagne, quoi. Alors, non. Moi, sur toutes les parties que j'ai faites sur BGA, c'est pas forcément et pas toujours du tout le premier joueur qui gagne. Moi, j'aime bien la mécanique de course qui fait quand un joueur arrive à un objectif, il va déclencher. En fait, il va pas mettre fin à la partie, mais il va déclencher la fin de partie. D'accord. Ça, c'est ce qu'on a dans le Codex Naturalis, par exemple, où le premier joueur qui arrive au-delà de 20 points va déclencher la fin de partie. Tout le monde termine son tour. Des fois, c'est même tout le monde termine son tour et rejoue un tour. Pourquoi pas ? Tu déclenches la fin de partie. Ça, je trouve ça intéressant parce que, effectivement, des fois, tu surprends les gens en disant c'est la fin de la partie, mais ils ont le temps de faire un dernier truc. Et puis, il y a ce mécanisme-là. L'autre qui va avec, que je trouve super intéressant, c'est que c'est pas celui qui déclenche la fin de partie qui gagne. Oui. Ça, parce que t'as des mecs qui vont vouloir jouer vite, et puis à la fin, tu fais ouais, mais moi j'ai plein de points. Donc, c'est deux mécaniques que j'aime bien. Après, je suis complètement d'accord que par contre, alors les fins de partie abruptes en mode j'ai fini, et en plus, j'ai fini en faisant un truc qui faisait des points, donc vous le faites pas, ça m'agace énormément. Cela dit, pour modérer le propos ici, on a eu le débat sur Red Rising, justement, et je reviens sur Red Rising, où tu avais le personnage jaune, je ne sais plus son nom, qui avait le droit de jouer, son pouvoir était de jouer un tour de plus que les autres joueurs. Et quand tu vois que tu faisais 60 points par carte dans Red Rising, reconnaissons-le, je l'ai eu mauvaise, et je fais attends mais c'est n'importe quoi, tu peux pas avoir le droit... Surtout en fait déjà on a joué avec les mauvaises règles, parce qu'en fait ce personnage il se joue pas comme ça, il a aucun avantage en fait. C'est pour ça qu'il joue un tour de plus. Ouais. Mais j'ai fait quand même quasiment le double, énormément de points moins que toi en jouant pas avec la bonne règle. En fait alors, ce personnage là il est nul à chier. Je n'y jouerai plus avec. Non mais c'est ce que j'allais dire. C'est moi dans mon élan de générosité qui a dit mais pourtant je l'ai joué en mode avantageux et pourtant je fais énormément de points que moi. Alors, et après la partie de bon, on va redévier sur Red Rising, mais cette partie là, donc pour résumer effectivement, moi j'étais outré par ce dernier personnage qui rejoue un tour de plus de tout le monde. Quand on voit le nombre de points que tu peux faire dans un tour, ça me choquait. Qui en plus permet, alors qu'il y a un jeton où c'est le dernier joueur qui l'a qui prend 10 points, le mec qui joue un tour de plus, il est sûr de le choper. Donc je trouvais ça, j'étais choqué de la même façon que tu le décris sur Seven Wonders Architect, en mode c'est complètement dégueulasse. Et effectivement, ça ne t'a pas fait gagner pour autant, mais sur des aspects complètement différents. En fait, j'ai eu du bol sur Red Rising, parce que ma main de cartes à la fin, là, il nous en reste 4, elles matchaient toutes les 4 ensemble, et en fait, j'ai fait tous les points que là, parce que j'avais perdu tout le reste. Donc, finalement, le jeu se compensait. Mais je suis d'accord que ça laisse toujours ce goût-là comme je sais pas comment le dire, mais on n'est pas content, quoi, à la fin de la partie, c'est ça le truc. Après, ce que disent, on l'a déjà dit dans le podcast, il y a une expression qu'avait dit, je ne sais plus quel auteur, c'est qu'il faut bien se dire que les mecs, en théorie, ils ont fait... toi, t'es là, t'es à 3 parties et t'en as marre de cette règle-là, mais eux, ils en ont fait 200 de parties. Donc, si elle est là, il y a une raison. Alors, si, effectivement, dans Red Rising, on s'est trompé de règle, voilà, elle est là. C'est parce que j'ai dit à Sarah, tu poses une carte, je vois pas pourquoi tu ferais pas l'action. Donc, bon. En fait, justement, cette carte, on reviendra sur Red Rising. Et du coup, moi, je rebondis sur une question. Par exemple, dans Res Arcana, il y a des lieux sacrés qui permettent de déclencher le contrôle de victoire tout de suite, dès que tu as 10 points. Mais vous ressentez la même frustration ? Mais en fait, pour moi, dans Res Arcana,
t'as la même manche et tu peux... C'est pas que... Oui, il y a le contrôle de victoire immédiat, mais je sais plus si ça met fin à ta manche. Si, ça met fin à tout. Et tu fais contrôle de victoire immédiat, on s'arrête, on compte les points. Toi, t'es en plein milieu de ta programmation et c'est terminé. Je ne peux pas répondre, je n'aime pas Res Arcana. Une des rares personnes qui n'aime pas Res Arcana, je passais complètement à côté. Et je l'ai réessayé plusieurs fois pour vérifier, et à chaque fois je joue, et même quand je gagne. Moi, j'aime pas Maracaibo. Vous adorez, voilà, c'est pareil. Non, après, oui, non, mais je conçois, mais c'est vrai que c'est pas finalement la stratégie Alors que là, Seven Wonders, autant dans Res Arcana, si la carte elle tombe pas, on peut ne pas jouer avec. On peut se décider de pas jouer avec. Parce que là, c'est la règle de fin de partie, donc tu peux pas y passer, en fait. C'est pas un choix que tu influes dans le jeu, comme dans Res Arcana, où tu peux dire, voilà, finalement, j'achète cette carte qui va faire que... Là, de toute façon, quoi qu'il en soit, la personne qui finit sa merveille, stop la partie, finie. Après, c'est peut-être un choix pour la durée d'une partie. Ah oui, oui, bien sûr. Non, mais d'accord, c'est vrai qu'on pourrait... Du coup, t'as la vraie problématique, ce que disait Sarah. Mais imagine une partie à 7 joueurs, où le premier arrête. Enfin, ça paraît... Effectivement, alors moi, j'ai pas joué, mais ça paraît étonnant. Parce que si c'est la fin de ta merveille qui déclenche la partie, tout le monde a envie de finir sa merveille. Le jeu doit être assez équilibré pour que tout le monde ait envie de finir sa merveille en même temps. En même temps, quoi. Mais je pense que c'est pour ça qu'on n'a pas les merveilles ne rapportent pas le même nombre de points. Ouais, mais du coup... Mais tu sais pas quelle merveille. Voilà, si t'es la meilleure merveille avec tes premiers joueurs. Alors moi, je sais pas, je pose des questions, j'ai pas joué... Non, mais voilà, du coup, c'est normal, ça, c'est une question qui peut être en suspens. Ils ont fait ce choix-là. Après, là, on est joueurs, chacun décide. Moi, je l'adapte parce que je trouve que c'est plus équitable. Mais non, c'est peut-être pas plus équitable, au final. Si vous y jouez et que vous avez un avis tranché sur cette... ou que vous n'avez pas d'avis tranché sur cette question, venez nous en parler sur Discord. Parce que, effectivement, la question se pose. Et puis, il faut qu'on aille creuser, voir effectivement sur les forums ce qui se dit un petit peu. Oui, alors que tu vois, moi, la question se pose pas. C'est la règle, c'est comme ça. Bon, je m'en fous, ça me va. Mais en tout cas, pour moi, ils ont vraiment fait... C'est une belle réussite et c'est normal qu'il ait le succès qu'il a. Non, oui, il est sympa. Non, franchement, je suis pas hyper froid. J'étais sceptique. Je suis pas hyper froid, mais pourquoi ? Parce que extérieurement, non, mais c'est pas, la boîte pas m'attire pas. C'est trop simple. Pour moi, c'est dans la... pour moi, c'est une qualité. Il est dans la gamme des King Domino, quoi. Donc, accessible... hyper facile, tu prends une tuile, tu mets dans ton truc, là c'est pareil, tu prends une carte, tu mets... King Domino est quand même moins accessible que celui-là. Hein. Ouais, après, moi, tu King vois... Domino, Alors, King Domino... il y a de la multiplication dans King Domino, alors. King Domino, typiquement, j'y joue plus avec mes filles parce que, ça y est, on est passé à autre chose, quoi. Non, mais moi, c'est plus sur le choix des tuiles. Mais moi, ça n'empêche pas que j'adore jouer à King Domino. C'est des jeux que j'adore, des jeux accessibles, simples, faciles, j'adore, quoi. C'est plus dans la mécanique, tu vois, du choix des tuiles, dans quel ordre je me perds. Si ça dure 25 minutes, on le laissera quand même prochainement. Alors, j'enchaîne. Moi, je vais vous parler de The Younger. Un jeu de 2 à 6 joueurs, recommandé à 4 joueurs, à partir de 12 ans. Moi, je pense qu'il est jouable avant. Il est dans ma liste des jeux à faire essayer à mes filles, typiquement. Donc, on verra si 12-8 ans, l'écart se fait bien. Pour tes parties d'environ 60 minutes, j'ai comme souvenir que c'est vraiment les durées qu'on a fait quand on a joué. Et même moins quand on connaît... C'est un jeu qui est sorti cette année, donc en 2021 chez Ori Games, et c'est un jeu de Richard Garfield. Richard Garfield qu'on connaît pour Robo Rally, que j'adore, King of Tokyo, Bunny Kingdom et Magic l'Assemblée. Donc c'est pas tout à fait n'importe qui quand même, quoi. Qu'est-ce qui se passe dans The Younger ? Donc on incarne des vampires, et la partie dure une nuit, en fait. On a une nuit pour aller chasser des humains ou remplir des objectifs, des missions, et il faut être revenu au château avant que le jour ne rentre. Alors, si on rentre au château, c'est le cas idéal, et selon le niveau de difficulté qu'on choisit, il faut au moins soit être dans le château, soit au moins être protégé dans son enceinte, on va dire. Parce qu'on met le plateau facile. Voilà, le pitch, c'est juste ça. Le jeu se joue en 15 tours, donc on va dire que c'est les 15 heures de la nuit, à peu près. Et c'est une forme de course, également. Mais c'est une course qui dure la même durée pour tout le monde, mais il y a le côté, le premier rendu au château va avoir plus de points, et si personne, ou si tout le monde n'arrive pas au château, plus vous êtes près du château, plus vous avez de points. Donc c'est un peu une course d'endurance, en fait. Faut non seulement penser, voilà, on va partir, on va revenir au château, donc il faut dire, voilà, on peut dire, moi ma partie je vais essayer de faire plein de trucs et de juste passer la porte du château pour être à l'intérieur, ou vraiment je vais essayer d'aller hyper vite pour entrer à l'intérieur, donc il y a un petit peu de course. C'est du deck building, moi c'est du deck building que j'appellerais inversé, finalement, parce qu'on va donc prendre des cartes,
quand on chasse notamment. Mais en fait, plus on prend des cartes, et plus notre main est mauvaise. Donc c'est pas du tout un deck building où vous construisez votre main, votre moteur, et où vous améliorez petit à petit votre jeu, et où ça fait « Waouh, c'est de mieux en mieux ». Là, c'est de pire en pire. C'est plus vous allez... si, typiquement, à votre première partie... Il y a des cartes de pouvoir, les violettes et les vertes, qui, elles, du coup, restent en jeu. Ça dépend, Oui, alors il y en a quelques-unes, mais déjà, il y en a moins. Et puis elles sont quand même moins puissantes que tes cartes de base dans ta main. Donc dans tous les cas, tu vas abîmer ta main. Ça dépend lesquelles. Je pense qu'on n'a pas assez exploré toutes les cartes qu'il y a dans le... Ah bah écoute, on rejouera. Donc voilà. Ça, pour moi, ça reste un deck building inversé, parce que voilà, en fait, quand vous allez chasser, notamment, ce qu'on chasse le plus, c'est des humains. En fait, il faut que c'est un peu comme si vous les mangez, vous devez les digérer. Donc en fait, tant que vous les avez pas digérés, donc tant que vous les avez pas évacués de votre deck, elles viennent vous pourrir en fait ces mains-là. Et ça marche hyper bien. J'ai trouvé ça hyper original. Donc vous êtes toujours en mode, plus vous prenez d'humains, plus vous prenez des points. Mais plus vous prenez d'humains, et moins vous pouvez jouer. Mais c'est paradoxal parce qu'il y a quand même une majeure partie de cartes qui ont un bonus en fonction des humains qu'on a dans notre zone de jeu. Ah bah de toute façon tu scores en prenant des humains. Donc si on les digère, on n'a plus rien pour faire les avantages de certaines cartes, quoi. Donc voilà. Globalement, un tour de jeu, comment ça se compose? En fait, on pioche dans notre deck 3 cartes. Et ces 3 cartes ont des chiffres dessus qui vont de 0. Donc plus on va piocher de cartes, plus on aura de cartes à 0. Les humains, typiquement, c'est un peu leur puissance, leur énergie. Et les cartes de base qui peuvent aller jusqu'à 3 ou 4. Et le total de cette énergie va nous donner notre énergie, en fait, qu'on peut dépenser sur le tour. Et on va dépenser cette énergie soit en avançant. Par exemple, si j'ai un total de 7, je vais pouvoir avancer de 7 cases. Soit en chassant. Et si je décide du coup d'avancer de 2 cases, il me reste 5 pour chasser, et 5 pour chasser, je vais pouvoir chasser des gros humains qui vont me donner des points, etc. Donc ça, c'est relativement bien fait. Donc voilà, soit on avance vite, soit on chasse, et globalement, notre tour se résume juste à avancer, à chasser. De temps en temps, on peut piocher une mission, on peut digérer un humain. Ça reste, on va dire, des actions relativement anecdotiques par rapport à la mécanique du jeu, quoi. Donc voilà, donc comme je disais, il y a des missions, on en a au début, qui sont secrètes, il y en a qui sont publiques, et on va pouvoir en piocher d'autres dans la partie, pour avoir des missions secrètes qui vont nous donner des façons de scorer que nos adversaires ne connaissent pas. Petite originalité qu'on voit pas dans beaucoup de jeux, on peut, pendant la partie, échanger nos missions avec d'autres. Donc si on va sur une case qui nous permet de piocher une nouvelle mission, on va non seulement pouvoir prendre une nouvelle mission, mais on va pouvoir se débarrasser d'une vieille mission pour en prendre une nouvelle. Et ça, je trouve ça hyper intéressant, parce que du coup, des fois, typiquement, ça reste un jeu de cartes où tu pioches des cartes, et t'as pris au début, dans ta main de départ, t'as pris un humain assez vite, qui était pas mal, tu dis tiens, je vais essayer de faire une mission autour de ces mecs-là, puis finalement, les cartes, elles viennent pas, tu peux pas choper ces cartes-là, et au milieu de partie, tu jettes ta mission, t'en prends une autre parce que ça matche plus, et du coup, tu construis vraiment... Enfin, moi, j'ai adoré. C'est un tout petit point de règle que j'ai trouvé vraiment efficace pour optimiser ton jeu, donc ça, c'est intéressant. Et enfin, il y a une sorte de super mission, de gros objectifs que t'es pas obligé de faire, qui est en gros la quête de la rose, je sais pas exactement comment il l'appelle, qui globalement consiste à aller le plus loin du château, la dernière case, qui va te permettre de ramener une rose, qui va te donner une nouvelle façon de scorer, et plus de points. Donc ça c'est cool, mais forcément, vu que t'as été hyper loin pour la chercher, il faut que tu reviennes dans le château à temps, et c'est ça qui rend la quête difficile. Donc clairement, vous pourrez pas chasser plein d'humains et aller chasser la rose, c'est impossible. Donc il y a un choix qui doit être opéré, et voilà, est-ce que vous allez le faire tôt et en mode je vais aller chercher la rose et j'y vais tout de suite, ou est-ce que vous allez le décider en fonction de votre jeu et de votre départ? Voilà, j'ai trouvé ça encore une fois original. Donc quand on voit tout ça, donc les missions différentes, les petites missions privées, les petites missions publiques, les différents types d'humains, d'animaux qu'on peut chasser, etc. Il y a plusieurs chemins aussi, une fois qu'on est sorti du château, on peut... globalement, il y a 3-4 grands itinéraires, on peut légèrement à certains endroits bifurquer, mais en général, quand on est sur un itinéraire, on reste. Je trouve que c'est original, ça marche bien, ça fait un jeu qu'on n'a pas vu dans beaucoup... qui n'a pas vraiment de similarité. Le thème, au final, on y croit assez, on est là, le plateau, il rend bien, la nuit, les vampires... Voilà, ça pourrait être plein d'autres univers, mais c'est pas hyper méga plaqué, et ça marche, quoi, et puis on est là en train de manger ces humains. Et on n'est pas bloqué dans ce jeu-là, jamais, parce que de toute façon, si tu peux pas avancer... Si tu pioches que des humains, n'est-ce pas? Oui, mais c'est ton choix. Enfin, oui, tu peux te bloquer, et encore,
Ouais, bon, bah si c'est ta faute en fait. Mais après, pourquoi pas dire je ne vais pas m'éloigner du château et je vais piocher des humains, c'est et rentrer aussitôt, c'est une quoi. stratégie. Ouais. Mais voilà, et C'est pas payant, parce que chaque fois que je fais ça, je perds. Bah, c'est vrai que pour l'instant, de ce que j'ai vu, je pense que la quête de la rose, ça reste quand même le truc le plus efficace. Moi, j'ai gagné en le faisant, et je crois que la partie où on avait joué, t'avais gagné en le faisant. Je pense que c'est prendre des missions. Et je pense que d'aller jusqu'à... Parce qu'on l'a pas dit, mais C'est j'allais que jusqu'à la depuis- forêt quand depuis on que chasse. Tu joues beaucoup les Ouais. missions, tu fais pas mal de Quand points. on chasse dans la forêt, on fait plus de points quand on mange les humains. Alors, et c'est le effectivement, fait d'aller jusqu'à là-bas. Sur la première partie qu'on avait fait ensemble, je pense que t'avais gagné parce que t'avais fait beaucoup de chasse dans l'émission. Je me rappelle que j'avais beaucoup d'avance sur toi sur la piste de score. Mais j'avais chassé au début et vite. Et en fait, t'es arrivé dans la forêt et en quelques chasses, tu m'as direct rattrapé. Et effectivement, par contre, les missions, moi, je te rejoins. Moi, c'est ce que j'ai gagné la dernière partie et j'avais fait quête de la rose plus mission en mangeant très peu d'humains, mais par contre en optimisant bien toutes les missions par rapport à mes cartes. C'est ce que j'essayais de dire tout à l'heure. Et je pense que c'est un des mécanismes qui m'a fait gagner. Mais, libre à vous d'en explorer d'autres, d'explorer d'autres chemins, etc. Et, Moi, je squatte la taverne. C'est payant quand il y a que des vampires dedans. Par contre, quand il y a rien... Et pourri. puis, t'as ce côté... moi, j'aime beaucoup... Tu vois, on parlait tout à l'heure des problématiques de course dans les jeux, où en gros, la fin de partie, elle arrive, et quelqu'un l'a déclenché, et en fait, t'es bloqué. Justement, moi, je me rappelle, toi, t'aimes bien jouer avec le feu, ou en mode, t'as mangé des humains, et il faut arriver au château, et t'es là, tu fais « Je vais pas y arriver. Et en fait, tu peux t'en prendre qu'à toi-même, parce que c'est jamais la faute d'un autre joueur, c'est vraiment que t'as été trop gourmand, t'as pris... Sauf si un autre joueur t'a poussé. Oui, alors ça, sur la ligne d'arrivée, on l'a vu, on le voit dans le château, mais sur la ligne d'arrivée même, parce que voilà, si vous tombez sur la même case d'un autre joueur, vous pouvez décider de le décaler d'une case. Donc voilà, il y a des petits mécanismes comme ça, mais voilà, c'est pas le jeu qui vous frustre, c'est pas les adversaires qui vous bloquent, c'est vraiment... parce que finalement, l'interaction ne se fait que dans la chasse, où quelqu'un va chasser le personnage dont tu avais besoin, que tu voulais prendre, et du coup tu vas te dire « Ah, il est peut-être en train de faire la même mission que moi, auquel cas, est-ce que je le bats, est-ce qu'il me bat, est-ce qu'il faudrait pas que je change de mission, etc. » quoi. Ça dépend aussi de tes familiers, parce que tu as des familiers, moi j'en ai eu, où je gagnais des points en fonction de mon interaction avec Sarah. Par exemple, la pousser, faire exprès de la pousser, ça m'apportait Oui, pas ça, mal de ouais. points, des choses comme Mais ça. ça reste des petites missions, mais c'est pas un gros jeu d'interaction. Non. Donc voilà. Donc, conclusion, j'ai vraiment bien aimé. J'ai vraiment pas de reproche à lui faire. Je le trouve original dans ses mécanismes. Je le trouve sympa dans son édition, les graphismes, les cartes, un petit peu tout ça. Je trouve que voilà, le thème marche. Les illus sont sympas. C'est hyper simple à prendre en main. Ça s'explique quand même vite et on joue vite. Il n'y a pas de grosses difficultés. Et puis avec cette c'est entre toutes les missions, la façon de scorer, si on va chercher la rose, si on mange des humains, etc., vous pouvez rejouer en fait assez aisément, même avec les mêmes joueurs. Je pense qu'il va offrir une bonne rejouabilité et il reste en plus dans un format. On le disait tout à l'heure, autant j'adore les gros jeux, autant j'arrive pas à les sortir. Là, on est sur quelque chose qui a une belle profondeur. C'est un juste milieu, je trouve. Ouais, voilà, c'est vraiment... Il a une belle profondeur, et il est contenu dans 1 heure, parce que, voilà, même si on fait plein de trucs, de toute façon, c'est 15 tours, il faut être rentré avant la nuit, donc tu sais que le jeu, il va pas s'éterniser. Donc voilà. Donc c'était The Hunger, donc je le conseille largement. Une belle découverte. Je reviens juste sur le fait des points de règle assez faciles. Faut jouer avec quelqu'un qui connaît. Parce que nous, on a joué sans avoir les règles avec Sarah, la première partie... On a fait du grand n'importe quoi. Le livret de règles, pour moi, il est vraiment très mal fait. Au niveau En fait, quand on cherche une info, on sait plus où la retrouver. Franchement, le livret de règles est vraiment pas tip-top, je trouve. C'est vrai que c'est intéressant, j'en ai pas parlé, mais en fait, j'ai pas été confronté au livret de règles, puisque tu m'as expliqué comment jouer, et du coup... Et qu'on avait fait, 3-4 parties. J'ai jamais mis le nez dans le livret de règles, je pense. Et je le trouve vraiment, par rapport à ce qu'on voit aujourd'hui, je l'ai trouvé un peu juste au niveau du livret de règles. Il est pas hyper bien fait, je trouve. Mais sinon, voilà, moi, c'est pareil. Hein, pour moi, c'est vraiment presque un coup de cœur cette année. J'ai pas de reproche non plus. Il est beau, il est agréable à jouer. Moi, je préfère jouer sur le plateau novice parce que j'ai pas envie d'être grillée au soleil et je trouve que c'est frustrant de que tu te fais griller au soleil déjà que sans j'arrive ça. aux 25 points. Puis de toute façon, si on reste au bord, on perd 25 points direct, c'est dur de rattraper. Mais au moins, on meurt pas et on compte ses points, quoi. Je trouve que c'est quand même moins frustrant. Mais et même gagner parce que l'autre s'est fait cramer, c'est frustrant. Ouais, moi, aussi, je pense. Parce qu'il a pas pu aller au bout de sa stratégie et je trouve que c'est limite. Ouais, tu gagnes. C'est pas une belle façon de gagner. Mais je suis d'accord. Alors moi, j'ai pas vu le cas encore de la personne éliminée, mais là, toi, la dernière partie, c'était ça. C'était finalement, t'étais en mode
à la fin, il faut à tout prix que je passe juste la porte. Et ça, j'aime bien l'ambiance que ça donne. En mode, allez, la porte, parce qu'on a quoi, pris la grande porte, mais si tu prends Oui. l'autre, elle est très dure. Mais c'est souvent, parce que l'autre fois aussi, Ouais. tu m'as fait ça, j'ai dit non, je m'en fiche, on te fait avancer de 2 cases, c'est pas grave, on compte les points. Ouais, non, enfin, essayez-le, je pense que Ouais. c'est une vraie petite réussite. Moi, clairement, les parties que j'ai faites, c'était avec toi, c'était ton jeu, et là, je le recherche en occasion, si je peux, parce que je pense que je vais y mettre mes filles. Tu vois, là-dessus, je vois pas de difficulté à y mettre mes filles, les cartes sont Puis simples. l'univers, je pense qu'il serait susceptible de leur C'est un plaire. petit côté Halloween, ça va marcher, ouais. Il Oui, rentre il est dans, joli, ouais. il rentre dans la est vraiment catégorie joli. qu'on appelle aujourd'hui initiés, qui est un peu une nouvelle catégorie, parce qu'il y a les experts, les initiés, les familiaux de ça. Et moi, c'est vrai que c'est la catégorie que je joue le plus, en fait, finalement. Voilà, les jeux un peu stratégiques qui se jouent en moins d'1 heure. Et non, franchement, il est vraiment top. C'est vrai que ça, c'est... sur cette gamme de jeux, c'est vrai que c'est ce que je recherche maintenant aussi, c'est d'avoir une profondeur de jeu, un vrai jeu qui me donne presque l'impression de réfléchir autant que ce que je vais faire dans un Spirit Island ou dans un Terra Mystica ou autre, mais dans un format contenu d'1 heure et qui, du coup, le jeu va sortir, quoi. Ouais. Merci à vous. On clôt cet épisode par un petit tour de table de ce qui vous attend sous le sapin, peut-être, ou ce que vous avez demandé à Papa Noël, ou en tout cas ce à quoi vous savez que vous allez jouer et que vous attendez impatiemment prochainement. Alors, Akmen. Eh ben moi, je me suis fait mon propre Papa Noël. Je me suis commandé j'arrive pas à le dire. Je vais pas réussir à le dire. Onzen Legacy. Donc c'est Stéréo à Onzen normal. Moi j'ai Guerre éternelle et ta Legacy. Oui, parce que j'ai adoré. C'est Stéréo me l'a fait découvrir. J'ai adoré. Et je cherchais. J'ai eu un bonus jeu. Donc je me suis dit, qu'est-ce que je vais acheter ? C'est Stéréo m'a dit ça. Je dis, allez hop, c'est pas grave. Je pars là-dessus. J'avoue que les annonces et ce que j'en ai vu, ça donne envie, ouais. Mais bon, j'ai déjà le Guerre éternelle. A priori, il est pas trop destructif, et à la fin, on a un jeu complet du type que nous, on a. Donc en ce sens-là, il est intéressant. Il est un peu plus cher, par contre, du coup. Ah oui, mais bon, t'as la partie Legacy avant. Ouais. Donc il est sur la route, j'attends. Ok. Bah moi, pour ma part, on va continuer de peaufiner un peu Red Rising. Hein. Je vais essayer de le poncer un peu plus. Sinon, moi, ce que j'ai en attente, c'est Les Aventures de Robin des Bois, qui est pareil, qui est un peu un jeu narratif, un peu à campagne. Donc là, j'ai hâte de voir ce que ça donne. Plus familial, mais j'ai hâte de voir ce que ça donne, ce jeu. Et puis, je vais te laisser en parler, parce que j'ai hâte de le tester, mais c'est à toi. Donc moi, celui qui vient d'arriver, il est arrivé ce matin. Il est encore sous ses lots. Et on y jouera pour le prochain enregistrement, peut-être. Oui, on verra. sûrement. C'est Oltré. Le fameux. Le fameux. Qui est donc voilà, que j'ai acheté sur tes recommandations, et c'est vrai que je me suis fait hyper. Recommandation, incitation. Ouais, incitation. Il y a une grosse incitation. Ouais. Non, mais pour le coup, je me suis fait hyper après. J'avais vu des vidéos et tout sur le jeu. Visuellement, en vidéo, je le trouvais moche. Ouais, je suis d'accord. Ouais. Je le trouvais moche, je le trouvais... J'avais un doute sur l'aspect familial quand je regardais les gens jouer. Bon, tu as bien insisté, j'ai re-regardé des vidéos où effectivement ils disent non, mais pour les familles, ça le fait et tout. Et finalement, tout le monde le trouve beau, donc je me suis dit, bon, il faut que je le voie. Et puis c'est vrai que bon, après, ça ressemble à je cherchais un collab pour jouer avec mes enfants, donc il y a un moment où je dis, tiens, je vais pas m'arrêter juste à un a priori. Et elles l'ont vu, tes filles, la boîte ? Non, il est là, posé à côté. Mais donc t'as même pas leur point de vue non, sur la boîte, le il est design. sous ses lots, là, personne l'a vu. La boîte, finalement, ouais, c'est pas mon style de dessin préféré, c'est pas si moche que ça non plus. Mais moi, je l'ai vu exposer, parce que je suis passée en magasin, et je l'ai vu exposer, et en fait, le matériel est vraiment quali. Et t'as les petites figurines avec les petits chevaux et tout. Le matériel a l'air vraiment chouette. Après, oui, l'illustration, c'est un coup de crayon, on aime ou on n'aime pas, quoi, après. Donc voilà, bon, ça on en reparlera. Ce dont on reparlera également, Welcome to the Moon, qui est arrivé pour moi dans le... J'aurais fini la campagne, je pense. Qui est arrivé dans le même carton. Donc ça, j'espère que je pourrai l'inaugurer et tout pendant les vacances. Moi, je suis un fan absolu de Welcome to, le premier. C'est peut-être le seul roll and ride que vraiment j'adore. Donc j'ai hâte de celui-là. Les petites déceptions, j'avais commandé également Fujiya, l'extension de... The Loop, qui est un de mes jeux favoris, un des jeux auxquels j'ai le plus joué cette année. Elle est encore décalée, au moins jusqu'à la fin du mois. Et j'avais également commandé Cascadia, encore décalé également jusqu'à la fin du mois. Donc voilà, ils seront en janvier maintenant. Oui. Et puis là, je sais pas, je suis en mode je regarde des jeux alors que je devrais pas trop. J'ai une grosse envie de jouer à l'Insondable. Ouais, ça a l'air top. Hein.
Ça a l'air top. Qu'est-ce Bon, que c'est c'est 80 € la boîte. Donc c'est une réédition de Battlestar Galactica. On est donc c'est un collaboratif au début. On est tous dans un bateau et en gros le but c'est d'arriver à bon port. Sauf qu'au cours de la partie, il y a des joueurs qui vont s'avérer être des traîtres. Donc leur objectif à eux c'est de couler le bateau. Et les autres, le but, c'est de le faire arriver à bon port. Donc au début, ce que j'ai bien compris, hein, les joueurs au début vont jouer de façon collaborative dans un objectif de faire avancer le bateau, et il y a un événement au milieu de partie qui va révéler à certains qu'ils sont des traîtres, et que du coup, ils vont devoir empêcher les autres d'arriver. Et ce qui est assez fun, notamment, c'est que en fait, au début de partie, tu veux que le bateau avance, puisque tu sais pas si tu vas être gentil ou méchant. Donc faut pas être méchant, parce que si tu restes gentil, t'arriveras pas à terme, mais si t'es trop gentil et que t'es méchant, tu te mets en difficulté pour plus tard. Donc t'as un équilibre qui se fait comme ça. Et a priori, ça a l'air d'être quand même toute une expérience. Ça a l'air d'être une belle édition, une grosse boîte, assez chère, 80 €. Mais des figurines. Ouais, des figurines qui ont l'air chouettes. Je suis pas du tout figurine, mais là, elles ont l'air assez sympas. A priori, par contre, l'édition est pas nickel, pas parfaite. Donc j'hésite, j'hésite à lâcher. Et puis voilà, alors tout à l'heure, on parlait des gros jeux impossibles à sortir. On est sur un jeu qui est recommandé à 5, c'est pas évident de réunir 5 joueurs. Ouais. Et pour des parties de 3-4 heures, c'est clairement pas évident. Alors là, c'est carrément, est-ce qu'on met 80 balles dans un jeu qui risque de sortir une fois ou deux, quoi. Moi, ce qui m'inquiète, c'est plutôt semi-collaboratif en 3 heures. Donc là, tu te bats pendant 1h30. Là, t'as le trait qui arrive et puis tu fais mince, mais en fait, je me suis battue pour... Et c'est toujours le problème, c'est de savoir... Voilà, on passe 3 heures. Alors oui, c'est peut-être un moment unique et une super expérience, mais c'est vrai que tu te dis, en 1 heure, tu peux faire des jeux avec un traître. C'est que t'as pas de rejouabilité derrière. Si, Battlestar Galactica, c'est un des meilleurs jeux. Enfin, il a une très très grosse répute. Il a fait l'adolescence de beaucoup de joueurs, en fait. Donc c'est une grosse réédition, quand même, quoi. Et là, les premiers retours sur l'Insondable, c'est à peu près la même... Enfin, les gens qui ont joué, qui étaient fans de Battlestar Galactica, a priori... Donc fan de l'Insondable. Là, j'ai une grosse hésitation. Alors, à moins que je le vois, même d'occasion, il sera à 60 €, je sais pas. Ou l'acheter en sachant qu'il va être vendu, peut-être. Des fois, il faut louer, hein. Il y a des nouveaux systèmes maintenant de location, peut-être ça peut valoir le coup de louer pour une soirée. Hein. C'est pas une mauvaise idée. Donc voilà, et il y a j'ai toujours la même hésitation sur Fragment de Théo Rivière, avec ce jeu de rôle accessible qui est une chose dont on parle beaucoup depuis longtemps, en tout cas parmi mes potes, de dire tiens, on se remettrait bien au jeu de rôle, mais personne n'a le temps ni de préparer des scénarios, ni de masteriser, ni quoi que ce soit. Et là, il sort un jeu de rôle sans maître de jeu, sans préparation, donc ça c'est... Pas eu trop de retour pour l'instant. Ça coche plein de cases. Alors les parties filmées, les gens s'éclatent, mais il n'y a pas d'objectif. Donc t'arrêtes la partie, voilà, l'histoire est terminée. Alors du coup, j'hésite aussi à voir. Et on ne trouve pas d'occasion non plus encore pour l'instant. Il est trop neuf. Mais moi, je rajoute, il y a Canopée qui me plaît bien, un petit jeu à deux avec un système de piles, et on va choisir des piles pour former un peu sa forêt avec des petites actions. Celui-là, on sent qu'il va être dans la commande de janvier. C'est possible. Peut-être pas janvier. Il a glissé dans la mienne. Peut-être pas janvier même. Sauf que je me souviens peut-être bientôt. On verra. Merci à vous. Vous pouvez retrouver le podcast sur toutes les plateformes de podcast habituelles, Spotify, Deezer, Podcast Addict, etc. Comme j'ai dit au milieu du podcast, si vous êtes d'accord, pas d'accord, si vous voulez approfondir un sujet avec nous, on est sur Discord, on sera super content d'en discuter avec vous, alors venez nous y rejoindre. Le lien est dans la description, et du coup on se retrouve peut-être bientôt pour... Sûrement il y aura d'autres podcasts jeux avant, là je sens qu'on va... Mais on a beaucoup de choses à dire. Donc à bientôt. Salut. Il est pas trop destructif. Il est tard. Destructif. J'arrive pas. Destructif. Reprends. S'échange entre les mots. Destructif. Reprends. Et en gros, dans l'univers Cthulhu. Dans l'univers de Cthulhu, et tout le monde va vouloir. Pourquoi tu rigoles? Parce qu'on en avait parlé de Cthulhu et que Cthulhu est partout. Cthulhu. Ok, d'accord. Je vais refaire celui-là. Je vais reprendre. Je sais plus où j'en étais. Elle est morte de rire toute seule. Elle fait Cthulhu.